Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Emmanuel Macron en campagne. Le président de la République est reparti sur le terrain façon grand débat pour lancer l'acte 2 du quinquennat. On entendra ce qu'il va dire dans quelques instants aux Français qui l'interrogent. Vous voyez l'image en direct de Bonneuil-sur-Marne où il rencontre des membres des chantiers d'insertion Ateliers sans frontières. Voilà, façon grand débat, Emmanuel Macron, c'est reparti. On parlera aussi du ton qui monte entre la ministre des Sports et le patron de la Fédération française de football. Noël Le Graët ne veut plus interrompre les matchs en cas d'insultes homophobes. Ça ne marche pas, les punitions, dit-il. Si on en est encore là, il y a encore beaucoup de boulot à faire, lui répond sa ministre de tutelle. Oui, d'accord, mais qui est le patron? Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est lui? Car en attendant ce week-end, eh bien, les matchs ne seront pas arrêtés s'il y a des insultes homophobes. On va en débattre dans un instant. Mais tout de suite, on va donc partir en direct à Bonneuil-sur-Marne où le président de la République rencontre un certain nombre d'acteurs économiques de la région. C'est vraiment, Damien Fleuroux, bonsoir, l'acte 2 du quinquennat qu'il veut symboliser par ce retour au contact des Français? Oui, ce retour au contact des Français, mais surtout dans le dialogue, dans l'échange et dans l'écoute. Emmanuel Macron est arrivé en milieu d'après-midi sur cette plateforme, ce chantier d'insertion. Il a rencontré et longuement discuté déjà avec des personnes qui sont là en train de travailler et qui lui ont fait part de différentes problématiques pour renouveler un titre de séjour, pour trouver une personne susceptible de garder un enfant lié à la reprise d'un travail. C'est pas toujours évident, lié aux difficultés du logement. Emmanuel Macron prenait des notes, faisait signe à ses collaborateurs de s'enquérir des dossiers des uns et des autres. Emmanuel Macron, un président de la République, exactement. Emmanuel Macron au plus près des préoccupations des Français. C'est vrai que sa rentrée était assez haut perché sur un plan diplomatique, en train de régler les problèmes entre les États-Unis et l'Iran. Là, il redescend sur terre. Il est en campagne, vous l'avez dit dans votre sommaire. Raphaël Rabillé, le bonsoir. La formule du grand débat lui avait bien réussi, effectivement. Pourquoi est-ce qu'il ne recommencerait pas ? Il est exactement en train de faire ça après une séquence estivale assez bonne de son point de vue, une séquence très régalienne. On a Emmanuel Macron qui s'engage sur le terrain, on a l'annonce de la réforme des retraites avec des ministres qui affirment qu'ils vont aller sur le terrain également, le Grenelle des violences conjugales avec Marlène Schiappa qui affirme qu'elle va aller sur le terrain. On va finir par se poser la question de l'exercice du pouvoir lorsque les élections approchent. Alexis Poulain, bonsoir. Bienvenue, fondateur du Monde Moderne. Encore une fois, la formule a fonctionné et le président retourne au contact des Français pour dire voilà, j'ai eu ma séquence internationale, mais attention, je m'occupe toujours de votre quotidien, parce que là, c'est vraiment de leur quotidien qu'il s'agit. C'est la mise en scène, c'est ce président qui semble être en campagne permanente, en tournée permanente en France, découvrir le pays même. Il était lors du Grenelle à un accueil téléphonique, il découvrait que les policiers n'allaient pas aider les femmes quand elles voulaient récupérer leurs affaires chez elles. Il a fait même le tour des tentes de SDF cet hiver. Rappelez-vous, il y avait une photo prise de loin. La nuit, il était allé voir comment ça se passe. C'est toujours dans l'idée de la mise en scène du président pour dire qu'il est au contact des Français, qu'il regarde ce qui se passe. Mais voilà, il pourrait le faire en les recevant à l'Élysée ou ailleurs. Il pourrait travailler sans les caméras. Il y a toujours des caméras. Voilà. Oui, il y a des caméras. Là, il y en a même plusieurs. Il y en a plusieurs. En même temps, on ne peut pas dire que la séquence du grand débat n'ait pas changé sa façon de faire de la politique. Le ton est différent. Ce qu'il propose aujourd'hui est totalement différent. Il a continué. Enfin, il n'y avait pas de changement d'inflexion de son cap. Il l'a dit dans la conférence de presse où vous étiez présente d'ailleurs. Voilà les conclusions que j'en ai fait. Mais qu'est-ce qui ressort de ce grand débat pour tous les Français qui ont parlé? Finalement, tous les sujets, il y en a quelques-uns seulement qui ont été sélectionnés. Et la politique d'Emmanuel Macron n'a pas changé malgré le débat. Alors ça, c'est pour la critique. Guillaume Bigot, bonsoir, politologue. Bonsoir. Emmanuel Macron, comme un poisson dans l'eau, encore une fois, maîtrisant ses dossiers, répondant sur chaque cas personnel, on va l'entendre dans un instant. C'est ça aussi qu'il fait? C'est montrer qu'il connaît ce quotidien-là? Bien sûr, mais n'oubliez pas quand même qu'il a démarré son quinquennat avec l'idée de rétablir une verticalité, de rétablir une distance, de rétablir un silence. Et en fait, ça ne lui a pas vraiment réussi, parce que c'est pas le ciel qui lui est tombé sur la tête, ce sont les Français, en tout cas les Gilets jaunes, les ronds-points. Et donc là, il a vraiment rompu avec cet exercice, je dirais que cette autorité distante.
Au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est quasiment un animateur. Je dirais que c'est un animateur de supermarché, ce serait un peu méchant. Je peux dire qu'il rejoue son grand oral de l'ENA pour montrer qu'il a le verbe haut, précis, clair, et qu'en même temps, il cite tous les chiffres par cœur. Mais enfin, globalement, il y a de ça. C'est plus un président de la Ve République, le monarque républicain. C'est maintenant un gars en bras de chemise qui a le micro, qui fait tourner le micro et qui écoute ses concitoyens. C'est ça l'idée. Oui. En même temps, encore une fois, on va voir si le ton est différent de ce qu'il a fait lors du grand débat, Damien. Oui, alors, il y aura peut-être moins de petites phrases, moins de sorties de route. Sans doute, en tous les cas, on va l'écouter attentivement. Pour l'instant, il a encore toujours sa veste. On se souvient que dans les longues soirées du débat national, à un moment donné, effectivement, il tombait la veste et il remontait les manches. Mais il parle d'insertion professionnelle, comment aider, par exemple, des personnes demandeurs d'emploi et les ramener vers l'emploi, la lutte contre la pauvreté. Il y a un an, Emmanuel Macron présentait son plan de lutte contre la pauvreté et le cadre était tout différent, beaucoup plus solennel, derrière un pupitre. Là, on l'a vu à l'image, il est assis aux côtés des Français. On a presque du mal à le localiser dans cette salle. Alors voilà, là, il écoute attentivement. Mais voilà, il y a vraiment dans la forme ce changement de posture qu'on a vu effectivement lors du grand débat. Maintenant, on va l'attendre sur le fond parce qu'aujourd'hui, on n'attend pas d'annonce a priori. L'Élysée ne nous dit pas un plan pauvreté numéro 2, des mesures gilets jaunes encore plus, pas du tout. On est vraiment dans de l'écoute, de la concertation éventuellement, mais encore que la concertation, on sait qu'il y a des choses à négocier. Là, c'est plutôt Emmanuel Macron qui fait peut-être un bilan de justement ce plan pauvreté, ce qui fonctionne pas. Les associations sont qui luttent contre la pauvreté sont assez critiques d'ailleurs. Raphaël Rémy-Leleu. Ce qui est intéressant à voir également, c'est en termes de date, cette mécanique qui vise à concentrer l'attention autour d'Emmanuel Macron. Quelques jours après l'annonce d'Agnès Buzyn sur les 750 millions d'euros pour les urgences, qui n'ont pas vraiment donné satisfaction. Le jour de la rentrée parlementaire, ça aussi c'est intéressant. Nous sommes en pleine rentrée parlementaire, premier jour des nouvelles questions au gouvernement selon les nouvelles règles, et finalement c'est totalement court-circuité puisque le président de la République va prendre la parole. Donc quel équilibre des pouvoirs? Est-ce qu'on retourne en effet à un présidentialisme encore plus incarné? On va voir ça. Peut-être qu'il va se cantonner au sujet dont il est question, c'est-à-dire encore une fois l'insertion, l'apprentissage, la formation. Il n'ira peut-être pas piocher sur tous les thèmes. Non, mais je trouve que ce qui est intéressant avec ce président, on peut critiquer Emmanuel Macron, lui contester des tas de choses. Honnêtement, comme dit l'expression populaire, il présente bien. Il est extrêmement clair, il est souvent même concis. Il a une tenue, il a une certaine dignité, en même temps il arrive, c'est un en même temps qui est assez compliqué quand même, il ne fait jamais vulgaire en réalité, donc il est très fort. Et puis c'est un peu comme Big Jim, vous savez, les petits personnages, alors c'est Big Jim au G7, c'est Big Jim à Bonneuil, on peut le mettre quasiment partout, on peut le mettre dans un sous-marin, on peut le mettre partout, et ça tient la route. Et en fait il est formidable. Et alors sur la forme, il est assez impeccable ce président de la République, on peut pas dire le contraire, on peut le critiquer dans tous les sens, mais sincèrement, en dehors de quelques sorties de route, plutôt il tient la route. Et ça fait vraiment penser, si vous voulez, à un président qui aurait tout bon sur la forme, tout bon sur la communication. Est-ce que ça suffira ? Parce qu'en fait, finalement, la politique, le fond de la politique est rejeté. Il a un socle très faible de 25 à 30%. En revanche, effectivement, il est très fort dans la forme. Est-ce que la forme peut faire passer le fond ? Je crois que c'est la question. Même la communication, il y a eu des gros couacs. Rappelez-vous le week-end où il était au ski à la Mongie, en Big Jim au ski, alors que les Champs-Élysées brûlaient. Il y a eu quelques sorties de route. Il y a eu indiscutablement quelques sorties de route. Même sur la mise en scène, il y a parfois des gros ratés. Il fait penser à Obama, si vous voulez. Il est un peu surdoué dans la forme, mais en réalité, la politique qu'il promeut n'est pas une politique populaire. Non, et puis on peut se demander... On écoutera un tout petit bout de ce que disent les Français dans un instant. Mais on peut se demander pour quelles raisons Emmanuel Macron écoute encore et toujours. Il y a eu quand même plus d'1,5 million de Français qui ont participé au grand débat national, où tous les thèmes étaient sur la table. Et en cette rentrée, eh bien, on nous dit on va continuer à débattre comme si le sujet de l'insertion professionnelle ou de la lutte contre la pauvreté n'avait pas été évoqué par les Français lors du grand débat national. C'est même pire que Quelles sont les conclusions? On nous dit sur l'épandage et la problématique des agriculteurs, on va ouvrir un débat. Mais les Français n'ont pas posé ces questions pendant le grand débat national. Il n'entend pas, il écoute. Je vous rappelle que... Non, mais ça donne, en fait, ça accrédite la thèse de l'opposition qui dit que... Les psychanalystes sont dans une espèce d'attention flottante. En réalité, c'est ça. Il faut que les gens puissent s'épancher. C'était des pratiques managériales d'entreprise. Il faut que les gens parlent. Ouais, la pratique, c'est le débat. Mais la stratégie est calée. La Fondation
Génération d'En Marche, c'était ce porte-à-porte justement pour aller chercher quels étaient les desiderata des Français, qu'est-ce qui allait pas. C'était la promesse. C'était la promesse, la réunion, on va voir, on parle aux gens, on est proche des Français. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est complètement à côté de la plaque, puisqu'il faut faire un grand débat pour reprendre les conclusions qui étaient dans les papiers d'En Marche de la campagne. Donc en fait, tout ça, c'est quoi ? C'est du grand blabla. Il a déjà une feuille de route, Emmanuel Macron, il l'avait avant même d'arriver à l'Élysée. Mais c'était même écrit. Et là, on refait du débat pour gagner du temps parce que les municipales arrivent et que c'est pas en place. Et puis, c'est une manière qu'a maintenant Emmanuel Macron depuis quelque temps de faire de la politique en n'en faisant pas. Comme l'avait fait En Marche, finalement, c'est comment faire un parti, comment faire une campagne lorsqu'on n'a pas de programme. Et aller sur des sujets comme la formation professionnelle, comme l'alternance, des sujets qui touchent beaucoup les régions en termes de compétences à l'aune des municipales et d'un futur renouvellement du Sénat, c'est aussi très habile pour identifier certains alliés potentiels. Totalement. D'accord. C'est du data mining, c'est très Startup Nation. On va chercher tout ce qui ne va pas et dans quelle région. Le grand débat a servi à ça aussi, savoir un peu quelle était la carte des desiderata. Mais à nouveau, c'est un en même temps. Je vous écoute, vous allez me dire le programme que vous voulez que j'applique. Mais en réalité, j'ai déjà une feuille de route et une stratégie. C'est le en même temps. Oui, le plan pauvreté, il n'a jamais que un an. Enfin, c'était vraiment et quasiment jour pour jour le 16 septembre. Le cadre était différent. Et les mesures, elles commencent tout juste à entrer en vigueur. Donc, est-ce qu'on peut déjà tirer des conclusions ? J'en suis pas certain. Et est-ce qu'on peut aller encore plus loin ? Sans doute, peut-être. Mais alors, dans ces cas-là, on se pose un peu la question de la compétence de l'équipe gouvernementale. Pourquoi prendre des mesures si ensuite on les remet en débat, qu'on décide qu'il faut tout remettre sur la place ? Et ensuite, ça pose la question du temps du Parlement, du rôle du Parlement, des députés et des sénateurs qui font leur rentrée, effectivement. Alors, ça veut peut-être aussi dire qu'on va écouter le président qui commence à s'exprimer. Des exemples de blocage très concrets, je vais y revenir et vous répondre. Et donc, je suis, moi, prêt à ce qu'on prenne le temps. S'il y a des compléments que vous souhaitez apporter sur des blocages, je vois Monsieur le maire, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il est une commune dont on évoquait les difficultés. Je suis tout à fait prêt à ce qu'on prenne un peu plus de temps pour qu'il puisse y avoir quelques prises de parole qui évoquent difficultés, blocages, sujets concrets, ce qu'on peut faire encore mieux. Donc, je vous donne cette carte blanche, je prends sur mon temps, si je puis dire. Monsieur le maire. Oui. Je voudrais faire part d'un blocage important lié à mon expérience. Vous voyez, dans le Val-de-Marne, nous avons eu, je suis élu depuis 2001, rénové 16 quartiers en zone urbaine sensible, avec plusieurs millions d'euros pour rénover les quartiers HLM, diversifiés. Et aujourd'hui, on parle de QPV. Et d'ailleurs, je suis en deuxième, pour ce qui concerne la ville, deuxième territoire national de rénovation urbaine. Il y a 200 territoires. On a une expérience qui vient de se terminer, là, qui se conclut. On a démoli 643 logements HLM et reconstruit 1200 logements pro bon oeil. Il y a eu 16 il y a eu Vitry, enfin, beaucoup d'exemples comme ça. Et vous parlez de clause d'insertion, et je tiens à féliciter Thibault, que je connais, parce que pour moi, Atelier sans frontières, c'est, au début, la genèse, c'est sport sans frontières, toute une épopée, surtout pour Thibault et ses équipes, que je tiens à féliciter. Et donc, en le félicitant, je félicite tous les gens qui travaillent dans l'insertion et l'économie solidaire. Voilà, tout à fait. Mais un des gros blocages, par exemple, dans les contrats en rue, il y a des grandes entreprises du bâtiment qui ont obtenu ces chantiers, tous les majors, et il y a une clause d'insertion avec des heures définies et un pourcentage. Une des plus grandes difficultés que j'ai eues pour ce qui me concerne, et malgré les services, j'ai quelques moyens quand même avec mon service vie économique, c'était de proposer, pas de proposer des candidatures, mais de savoir qui bénéficiait de ces heures, quelle sortie positive, quand ils ont été pris de ces salariés, quelle formation ils ont eu pour pouvoir soit rester dans le bâtiment ou aller ailleurs. Et si je prends et tout ça, c'est de l'argent public. Parce que l'ANRU, par exemple, l'ANRU 1 de Bonneuil, parce qu'il y a eu un ANRU 1, c'est au bas mot 200 millions d'euros identifiés par mois. C'est beaucoup plus, mais même un peu plus. 25 millions d'euros donnés par l'Agence nationale de rénovation urbaine,
de l'argent 55% financé par le bailleur social, donc là encore de l'argent public. Et concrètement, je suis aujourd'hui incapable de vous dire ce que sont devenus les salariés qui ont été inclus dans ces heures prévues obligatoires. Obligatoires. Par contre, je peux parler de la sous-traitance, des contrôles parfois de salariés sans papier qui travaillent sur ces chantiers, parce qu'il y a beaucoup de sous-traitance. Je peux parler aussi des Roms qui sont dans le... Du coup, il y a 200 familles qui sont dehors, là, le long de la Nationale 19, qui sont payées 50 € en liquide. Le chef du camp, ça fait 14 expulsions. Il sera expulsé bientôt une 15e fois parce qu'ils ont un chef, comme il y a un maire, ainsi de suite. Ils ont un responsable que je connais qui allait travailler pour 50 € sur les chantiers sans être déclaré. Il va en être à sa 15e expulsion il est sur le territoire depuis l'âge de 14 ans. Et donc, on a... vous parliez de gens de dehors. Là, moi, j'ai une vingtaine d'enfants qui sont scolarisés parce qu'il y a le problème de l'école. Donc voilà, ma question, c'est quel moyen on a de contrôler des sorties positives avec de l'argent public, parce que vous, Monsieur le Président, vous me parliez on met de l'argent sur le terrain et on ne sait pas forcément toujours comment l'utiliser. Moi, je me pose la question, que sont devenus les salariés qui sont rentrés dans les clauses d'inclusion dans les entreprises qui ont travaillé pour l'ANRU dans le département et qui vont continuer à le faire? Monsieur le Président, Madame la Ministre, j'adore mon job en fait. J'adore mon job, je dirige Umando, une entreprise de travail temporaire d'insertion qui a été créée par le groupe ADECO et avec quelques autres, Vitamine T, le groupe ID, on a créé un réseau de 80 agences qui font travailler tous les ans à peu près 9000 personnes et qui les accompagnent vers l'emploi durable. 70% en sortent sur des jobs durables. Donc j'adore mon job. Mais j'enrage. J'enrage parce que à peu près 20% des demandes des entreprises, Vinci souvent, c'est le premier client du Umando, on n'arrive pas à les pourvoir. On n'arrive pas à les pourvoir. Alors, le marché de l'emploi est étendu, mais là, c'est pour des postes non qualifiés. C'est le sourcing, c'est l'agrément. Et quand on fait l'agrément des publics, qui est une procédure prévue dans l'insertion par l'activité économique et que ce rapport propose d'aménager, de transformer, c'est pas compatible avec l'urgence des entreprises d'intérim d'insertion, parce que quand un chantier Vinci nous demande un compagnon, un aide-maçon, ça sera pas un maçon, mais un aide-maçon qui va venir sur ces clauses d'insertion qui fonctionnent, je vous assure, ils vont pas attendre 15 jours que la procédure administrative soit réalisée. Donc un frein, l'agrément, c'est évident. Il y a un projet de start-up d'État dans les propositions qui va fluidifier l'entrée dans les dispositifs et puis ces mesures d'agrément notamment. Ça, c'est une mesure tout à fait efficace pour nous. Autre question. Start-up d'État, c'est pas un projet, c'est même déjà, c'est déjà lancé. Enfin, de temps en temps, on n'attend pas. Monsieur le Président, André Dupont, Vitamine T. Bonsoir, Madame la Ministre. Vous allez bien? On est pressé. Voilà. Vous l'êtes aussi. On comprend. On est pressé. On est dans le temps des paradoxes. Il y a du travail. La promesse d'avenir qu'on donne à ces hommes et ces femmes que je vois là, et les plusieurs milliers qui sont à Vitamine T, dans le Nord, on vous attend, vous êtes chez vous, partout, notamment à Lille. Concrètement, on peut aujourd'hui leur dire, allez, lève-toi. Il y a du travail au bout d'1 an, 2 ans chez toi. Il y a du travail. Il y a 5 ans, il dit, tu rigoles, j'habite à Denain. Je connais pas l'odeur d'un café le matin, le bruit d'un réveil. Mon père était déjà au chômage et ma mère. Je crois plus en ce que tu me dis. Alors on est pressé, parce que c'est le temps des paradoxes. L'économie repart, l'emploi, peu m'importe, au sens noble du terme, qui l'a fait de la poule. Vous avez d'ailleurs la pudeur dans ce gouvernement de ne pas tous les matins vous précipiter sur la courbe. Vous avez bien raison. Parce que l'économie, l'emploi relève aussi parfois un peu du miracle. Voilà. On est pressé pour 2 choses. Il y a du travail. Y compris au premier niveau de qualification. On croule avec Jean-Yves et toute ma bande là-bas, et ma tribu à Lille, on croule sous les demandes. Le CAC 40 familial, les Muliers, plein d'autres, cherchent des gens. Et on a, nous, beaucoup de personnes, sauf que parfois il leur faut 2 mois pour arriver chez nous à cause des procédures.
Tu as raison, Jean-François. Nous sommes pressés. Il faut assouplir. Il faut nous faire confiance. L'ambition, ce pacte magique, c'est le 28e pacte pour l'insertion depuis que je suis né. Depuis que j'étais éducateur, nuit debout il y a 40 ans. C'est le 28e. C'est le 28e. C'est celui-là qui doit marcher. Parce qu'il est concret, vous avez raison. On ne va pas faire l'article, on te l'a dit, mon cher Thibault. Il faut vraiment aller vite. Il faut que la direction du travail, pour qui j'ai le plus profond respect, les amis de Pôle emploi, il y a quelqu'un de Pôle emploi là tout à l'heure, il était là, il est parti. Voilà, je ne l'ai pas mangé, hein. Directeur, vous êtes là. Il faut, s'il vous plaît, que vous arrêtiez de regarder, je le dis avec respect, mais passion démesurée. Nous sommes, vous et moi, pressés. Comme disait Churchill, toute stratégie, c'est bien, mais seul compte les résultats. Il faut nous faire confiance. Il ne faut pas mettre 10 tampons et dire aux gamins qui sortent. Voilà, donc c'est assez intéressant hein, ce petit bout du discours que lui adressent les Français. C'est le 28e pacte depuis que je travaille sur l'insertion, Alexis Poulain. C'est-à-dire qu'à un moment, les entrepreneurs ils disent on n'en peut plus, quoi. Il faut assumer maintenant, il faut avancer. Oui, mais c'est comme la politique fiscale française. On ne sait jamais à quoi s'attendre, même sur plusieurs quinquennats. Donc c'est le problème du monde de l'entreprise. Même du monde de l'éducation. Enfin, à chaque rentrée, les profs ont quasiment un nouveau programme. On ne sait jamais comment ça se fait. Je connais aucun pays qui remet tout le temps en question. Alors, c'est peut-être l'aspect philosophique, un pays des Lumières, qui fait qu'on réfléchit tout le temps sur un truc qui marche ou qui marche à peu près. Souvent, la réponse, c'est plus de moyens. Mais comme on n'a pas les moyens de mettre plus de moyens, ou on décide de ne pas mettre plus de moyens, alors on trouve des trucs, le CICE, les contrats d'insertion, enfin, voilà, des petits bouts de chandelle qui font que ça peut marcher sur le court terme. Ça permet parfois de gagner la bidouille, quoi. C'est de la bidouille. C'est complètement de la bidouille. C'est ce qu'on appelle les politiques de gribouille. Ça fait des années que la France s'est engoncée là-dedans. Macron, c'était la promesse justement d'un peu de clarté, de dire on arrête tout ça, on réforme en profondeur. Et on voit bien qu'il est quand même maintenant revenu sur cette idée-là avec la crise des Gilets jaunes. La réforme des retraites, c'est encore beaucoup de concertation. Il y a eu la loi travail qui est passée entre deux choses, voilà, pour que les patrons puissent embaucher plus facilement et virer plus facilement. Mais au-delà de ça, on voit bien que ça va recommencer. On va faire de la concertation, même si l'idée, c'est quand même de mettre les partenaires sociaux le plus loin possible et de décider vite. C'est ça aussi, Guillaume Bigot, c'est contourner les partenaires sociaux ou pas ? C'est-à-dire que c'est très compliqué de vouloir une chose et de ne pas vouloir les conséquences de cette chose. Ce qu'on veut, c'est l'ouverture internationale de nos marchés. Ce qu'on veut, c'est l'euro. Et quand vous êtes à l'intérieur de ce logiciel, il y a des conséquences. Les conséquences, elles sont très claires. Depuis 1997, j'ai lu ça, ça m'a beaucoup frappé. Il y a en emploi industriel l'équivalent de la ville de Fontainebleau qui a été rayé de la carte chaque année depuis 1997. Donc alors effectivement, il y a un peu beaucoup de gens sur le carreau. Quelle est la solution ? La solution, la droite, la gauche et Macron continue, c'est ce qu'ils appellent le care. C'est-à-dire, c'est finalement, on va nettoyer, on va s'occuper des dégâts, on va soigner care, les blessés. Ça veut dire soigner. Care, Martine Aubry avait été la première à employer cette expression à l'époque. Autrement dit, on part d'un postulat qui est il n'y aura pas plus de croissance. Mais avec une croissance d'escargot à 1,5 que nous promet la BCE, de toute façon, vous ne créerez pas d'emploi. Donc, à l'intérieur de ce carcan mental, il n'y a pas d'autre solution que de se retroucher les manches. Là, ça me fait vraiment penser, c'est l'émission de Delarue, Top Credibility. Donc, voilà, il est au milieu de tout le monde. Alors, on fait la séquence emploi, retour à l'emploi. En fait, finalement, les punchlines sont plutôt bonnes. Les intentions sont très bonnes, mais elles ne peuvent pas être suivies des faits parce qu'en fait, ils ont choisi un cadre macroéconomique qui ne fonctionne pas. Ça fait 40 ans. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. On a vu Muriel Pénicaud, Raphaël Rémy-Leleu. Elle est évidemment présente aux côtés d'Emmanuel Macron. C'est elle qui porte ce dossier en ce moment. C'est Muriel Pénicaud qui porte, mais je suis assez d'accord avec vous. Finalement, on ne va pas changer de cadre. Et c'est ce qu'on dit souvent en études de sciences politiques ou de politique publique. Pour avoir une politique publique efficace, il faut des moyens, il faut de la méthode et il faut des mesures. Là, on est avec des programmes publics qui changent tous les ans, tous les 2 ans. On fait la même chose, d'ailleurs. Y compris sur les questions d'emploi, souvent pour ne pas changer grand-chose. Et moi, il y a autre chose que le CARE qui me vient à l'esprit, c'est cette fameuse économie de la connaissance qui nous avait été également proposée lorsque l'intégration européenne a continué. Mais
on a des services publics tellement détériorés aujourd'hui. Quelle économie de la connaissance vous allez proposer quand on sait très bien à l'université que 50% des premières années, des étudiants et des étudiantes en première année de licence, vont quitter l'université après les vacances de la Toussaint. Donc il y a des choses sur lesquelles il faudrait revenir, des postulats qu'il faudrait remettre en question pour qu'on puisse véritablement repenser à la fois une politique publique, mais aussi une politique économique et industrielle. Damien Fleureau. Oui, alors vous parliez de Muriel Pénicaud. Il y a quelques jours, elle se félicitait de la bonne tendance à la baisse des chiffres du chômage. C'est vrai, on peut que s'en réjouir. Elle réaffirme que l'objectif d'atteindre 7% de chômage à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, eh ben, c'est pas impossible si la situation macroéconomique n'est pas bouleversée, notamment en raison de tensions commerciales entre les États-Unis ou la Chine. Donc elle se félicite de ce bilan et à la fois, tout le monde ne profite pas de cette petite reprise et notamment ceux qui sont en bas de l'échelle. Alors aujourd'hui, le président de la République en parle sans doute, mais encore une fois, il y a un an, il en parlait aussi. Donc, quel est le chemin parcouru depuis pour ces Français les plus éloignés de l'emploi, ceux qui sont le plus en difficulté, parce que c'est l'urgence aussi de ce quinquennat. Et Emmanuel Macron est aux commandes. Il a une majorité très confortable à l'Assemblée nationale. Il a un gouvernement qui est plutôt stable, une ministre du Travail qui est là depuis le début de son quinquennat. Et voilà. Et si on nous dit, il faut concerter, il y a des élections tous les ans jusqu'à la fin du quinquennat. Donc les municipales, des départementales, il y a même des sénatoriales et des régionales. Donc voilà, il faut, je pense, passer aussi à l'action. Oui, c'est ce qu'il est censé faire. C'est de l'acte 2 du quinquennat. On nous en rebat les oreilles. Il n'y a toujours rien de concret. C'est un truc qu'on appellerait l'exécutif. Je crois que c'est devenu l'action, c'est celle d'organiser le débat. Finalement, l'action se limite à ça. Comme le progrès, c'est l'idée d'une marche perpétuelle vers quelque chose, on ne sait pas quoi, mais il faut être en mouvement. Donc l'action, c'est le mouvement, et on ne sait pas ce qui va en sortir. Nicolas Sarkozy était aussi un peu beaucoup comme ça. Il se passait beaucoup de choses tout le temps. Et puis, on l'a critiqué sur le fait qu'il n'a pas réformé assez sur les retraites, etc. Et Emmanuel Macron se retrouve dans la même quadrature du cercle en disant c'est impossible, on ne peut pas faire autrement. L'entrepreneur qu'on a entendu et qui parlait là, de ce 28e pacte pour l'insertion, il pouvait dire exactement la même chose l'année dernière quand Emmanuel Macron présentait son plan pauvreté. Donc ce sentiment de surplace, moi, il m'étonne un peu. Que va dire Emmanuel Macron de fondamentalement différent qu'il ne disait pas il y a un an c'est ça qui interroge sur le... Guillaume Bigot, s'interroger aussi sur l'attention qui est portée à ce qu'on appelle les exclus. Parce que dans cette politique du CARE, dans cette politique de réparation des dégâts sociaux en fait engendrés par la globalisation, il y a se focaliser sur les gens qui n'ont plus accès à l'emploi, qui vivent d'aide sociale, d'expédients, etc. Et donc, ce qui est vraiment assez curieux, c'est qu'ils n'ont pas bien compris, me semble-t-il, que si on fait une politique qui est favorable à la classe moyenne, si on élève le niveau de vie, les revenus et la croissance économique qui est tirée par la classe moyenne, c'est à la fois bon pour le haut de la société et c'est à la fois bon pour le bas de la société. Mais là, on a très clairement l'impression que ce pouvoir, comme tant d'autres depuis 40 ans, s'intéresse à la fois au bas de la société et au haut de la société. En fait, ce qui est complètement laissé de côté, ce sont les classes moyennes. Et en réalité, c'est ça aussi la colère des Gilets jaunes. Je crois que c'est Philippe Diribarne qui avait dit ça, il a très justement compris que les Gilets jaunes, c'était pas du tout ces exclus. Le gouvernement pensait qu'il s'agissait des sans-dents, mais pas du tout. En fait, ce sont des gens qui payent leurs impôts, qui sont juste au-dessus parfois du niveau de pauvreté, ils sont plutôt dans le revenu médian en dessous. Et c'est globalement cette France-là qui dit, mais écoutez, voyez bien que ça n'a aucun sens, qu'on donne encore plus d'argent à chaque fois pour aider les gens qui sont en bas, ça ne fonctionnera pas, c'est un tonneau des Danaïdes. Parce que le gouvernement a ce raisonnement. Celui qui a été tenu par la gauche comme par la droite, c'est-à-dire un raisonnement libéral consistant à dire, regardez, les charges sociales sont trop élevées. Comme les charges sociales sont trop élevées, alors on n'exporte plus, la croissance est faible. Donc il faut baisser les impôts, baisser les charges sociales. Mais les Français ont bien compris que c'était des salaires différés. Donc ça allait avoir de toute façon un effet sur le niveau de vie, sur la croissance. En réalité, finalement, ce ne sont pas les charges sociales qui sont une cause, c'est les charges sociales qui sont un effet. Et de quoi sont-ils l'effet, ces charges sociales? Des délocalisations. C'est lorsque le CAC 40 déplace les industries en Chine qu'ensuite il y a du chômage et qu'ensuite il faut élever les charges sociales. C'est ce raisonnement qui n'est plus en place.
Et moi, je m'interroge aussi ensuite sur le format et le cadre et aussi les intervenants. Alors, certes, on entend on a la liste de tous ces intervenants. Des vrais Français, comme on les appelle parfois, voilà, donc des salariés, des entrepreneurs, peut-être des élus, des retraités, des élus, et les partenaires sociaux. On nous disait revenir à la table. Là, a priori, lors de ce déplacement, ne sont pas vraiment là. Les intervenants, il n'y a pas. Et voilà. Donc, alors, certes, ils sont consultés dans le cadre de la réforme des retraites. Ça se passe à Matignon. Oui, Emmanuel Macron a reçu Laurent Berger sur ce sujet de la réforme des retraites. Mais voilà, là, il y a un lien direct à nouveau avec les Français en se passant des corps intermédiaires. C'est pas fondamentalement différent de ce qu'il a fait au début du quinquennat. Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment. Ouais, il n'y a pas de changement de style. C'est même, on impose maintenant ce style grand débat. Ça va être ça en permanence. On a l'impression qu'un président va parler à un public casté de Français, parce qu'on ne sait pas non plus qui sont ces gens aujourd'hui. C'est de la rue, c'est top crédibilité. Exactement, et avec les caméras derrière. Donc on est dans la société du spectacle, de la politique, où la communication a pris le pas sur le fond. C'est ce qu'on disait, parce que derrière, c'est compliqué d'assumer un programme qui va faire de la casse sociale, qui est difficile à assumer finalement. Donc on gagne du temps, on gagne l'élection, puis on essaye de faire les choses après. Alors, on va juste partir du côté de Bonneuil-sur-Marne, rejoindre Loïc Signor qui est sur place. Bonsoir Loïc, vous êtes juste à l'extérieur de la salle. L'échange est prévu pour durer un petit moment, on imagine, entre ces Français, ces entrepreneurs et le président de la République. Oui, ça devrait durer puisque le président de la République est intervenu de manière très brève pour redonner la parole à ces intervenants. On pourrait penser à 1h30 de questions, 1h30 de réponses, si on se fie au format des grands débats avec les maires qui s'était déroulé l'année dernière. Cet acte 2 du quinquennat ressemble à s'y méprendre à la fin de l'acte 1 et ce grand débat imaginé par Emmanuel Macron, cette volonté, dit-il, de faire de la politique avec les Français et non plus seulement pour les Français. C'est Muriel Pénicaud présente dans cette salle, dans cet entrepôt que vous voyez juste derrière moi. C'est un tout petit entrepôt avec des cartons tout autour du président de la République et cette salle disposée en arc de cercle avec le chef de l'État qui prend des notes. On reprend la formule du grand débat national et on va le décliner sur différentes thématiques. L'Élysée ne nous avait pas indiqué à quoi ressemblerait ce déplacement, ce premier déplacement de rentrée, mais ça prend évidemment la forme d'un exercice qu'on connaît, qu'on a commencé à apprendre l'année dernière avec ce grand débat national. Il y en aura d'autres, notamment avec le Premier ministre sur les retraites. Le président de la République n'exclut pas d'ailleurs d'y participer lui-même au moins à 2 grands débats, 2 grandes consultations, concertations, appelez ça comme vous voulez, sur les retraites. Mais aujourd'hui, c'est donc la réinsertion par l'emploi, la réinsertion professionnelle qui a été choisie par les équipes du chef de l'État qui va donc répondre à ces intervenants pour participer à ces échanges. Mais aucune durée n'a été indiquée par l'entourage du président de la République. Merci beaucoup Loïc. On va peut-être écouter 2 mots de ce que dit Emmanuel Macron et on se retrouve après. Et donc j'ai du mal à voir comment ça marche concrètement, mais aujourd'hui justement, en fait, c'est une démarche administrative, le fameux agrément. Alors, oui, mais je ne voudrais pas qu'on ait un raisonnement qui devienne paradoxal. Non, mais c'est-à-dire que j'ai compris qu'on voulait plutôt simplifier pour aller vite. Simplifier, ça me semble difficilement compatible. J'entends l'argument, mais si on va dans ce sens-là, j'ai du mal à comprendre comment ce serait compatible avec un argument de contrainte accrue sur des critères finaux. Alors en fait, ce qui a été décidé avec tout le monde, parce que c'est pas supprimer l'agrément pour rien, c'est face à la suppression de l'agrément de cette simplification, c'est on supprime le contrôle a priori, on passe à la confiance, mais l'évaluation a posteriori. Donc première chose, c'est on a clarifié les règles. À partir du moment où vous avez des personnes, par exemple, qui sont bénéficiaires des minima sociaux, de certains critères, ou etc., et qui ont été reçus par des chargés d'accompagnement socio-professionnel, il y en a dans toutes les structures d'insertion, c'est-à-dire des personnes formées, pour évaluer la difficulté d'emploi, parce qu'elle ne peut pas se résumer à quelques critères et quelques cases. Là, on va donner la possibilité à toutes les structures d'insertion sur le territoire de pouvoir recruter ces personnes-là sans leur infliger un passage et une démarche administrative de plus. Évidemment, le service public de l'emploi, lui, va continuer son travail et vous l'avez vu,
à travers tous les échanges avec les salariés, nous travaillons très bien avec Pôle emploi. Il y en a beaucoup qui viennent de Pôle emploi, donc ça va continuer. Et on va ouvrir aussi un troisième champ, c'est de donner la possibilité aussi, il y a plein d'associations sur les territoires, des associations qui connaissent les personnes en détresse ou etc. Et ben on va aussi progressivement leur donner la possibilité de faire cette évaluation-là et de les orienter. Une fois qu'on a dit ça, après d'ailleurs techniquement comment ça va se passer sur le terrain, c'est cette fameuse start-up d'État qu'on a lancée là qu'on lance, qui est en démarrage sur le sur le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin et le 93. Mais l'objectif après d'ailleurs c'est d'aller beaucoup plus loin pour pouvoir piloter en fait ces prescriptions-là. Et à la fin, il faut savoir que toutes les structures d'insertion par l'activité économique, elles ont le dialogue de gestion, c'est-à-dire un rendez-vous avec les directs et avec les représentants de Pôle emploi, ça c'est à la fin de l'année, pour dire qui vous avez recruté, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi pas à la limite piocher dans quelques histoires ou quelques parcours, etc., pour pouvoir faire cette évaluation a posteriori. Et donc on simplifie, mais évidemment on maintient ce que disait Jean Basser. Voilà, avec ce dialogue qui se poursuit donc à Bonneuil-sur-Marne entre des chefs d'entreprise, des salariés, des personnes qui ont des problèmes d'insertion et un président de la République que l'on retrouve à l'écoute, prenant des notes, comme exactement lors du grand débat, et qui va s'apprêter à répondre pendant une bonne heure, on va se dire. Oui, je pense, oui. Enfin, il faut, à mon avis, compter une bonne heure et demie. On verra. Il a l'air décidé à prendre son temps et surtout à s'enquérir de chaque situation et vérifier que les services administratifs font bien leur boulot ou pas. On est loin. Je vous parlais il y a un an, le plan pauvreté. Il y a un an, c'était aussi l'interpellation par un horticulteur, Emmanuel Macron, qui lançait « Je vous trouve du boulot, traversez la rue, prenez-vous en main » en quelque sorte. Là, c'est le président de la République qui prend la main des Français et qui va peut-être demain aller au guichet pour vérifier que le formulaire est bien complété. C'est effectivement là pour le coup un. Oui, c'est ça. C'est de Trump à Pôle emploi. Voilà, à Pôle emploi. C'est quand même un grand tour de Ducasse. On ne dit pas quand on arrive, on ne dit pas quand on repart, mais on annonce les prochains manèges et puis à la fin, tous les enfants sont contents. Mais moi, ce qui m'énerve dans cette rhétorique, je n'en peux plus, c'est le fait de dire on va arrêter de faire de la politique pour les Français, on va faire de la politique avec les Français. La co-construction. Oui, alors le grand mot déjà ce grand mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais en plus ça veut dire qu'en tant que politique, en tant que président, il a accepté qu'il n'était plus un Français, qu'il n'était plus un citoyen, de même que son gouvernement, que les députés. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très malsain à accepter. Avec les vrais gens. Les vrais gens. Et donc, si c'est comme quand on entend le gouvernement nous parler du terrain, il faut aller vérifier sur le terrain quels sont les moyens dédiés. On a vu, là. On ne sait pas quels sont les moyens donnés aux urgences ou aux droits des femmes sur le terrain. Mais en fait, c'est pas sur le terrain, c'est partout dans le pays. Pétain disait la terre ne ment pas, mais là, c'est le terrain ne ment pas. Le terrain ne ment jamais, évidemment. Le terrain ne ment pas. C'est vraiment la séquence humilité, clarté, technicité. Donc on va dans le détail. C'est curieux pour un président de la République quand tout de même on n'imagine pas du tout, on parlait de général de Gaulle tout le temps, mais enfin tous les autres présidents de la Ve République. Attention, comparaison, ça n'a pas porté chance. Non, mais ça peut être Jacques Chirac, même Nicolas Sarkozy. Vraiment, on rentre là dans un niveau de détail. Donc ça, c'est le job du Premier ministre, quoi, pour vous? Même pas du préfet. Dans un niveau de détail, de technicité assez incroyable, en fait. Il y a vraiment une sorte de volontarisme, de saut de puce. C'est-à-dire qu'on s'intéresse vraiment aux micro-détails. Et puis, il y a en effet vous avez complètement raison, cette espèce de ce décor. Il y avait un ministre du Tsar qui s'appelait Potemkin. Alors c'est resté célèbre parce qu'on parlait des villages Potemkin. En réalité, pour ne pas faire de la peine au Tsar, il peignait des panneaux et il représentait des paysans heureux avec des champs moissonnés, etc. En réalité, c'était la famine derrière. Et bien là, pas caricaturé non plus, mais on a l'impression quand même qu'il y a eu un casting et on serait assez curieux de savoir comment ces gens ont-ils été choisis. Est-ce que il n'y a pas une sorte d'effet Potemkin? Il n'y aurait pas finalement des figurants? Généralement, ce sont les préfets qui lancent les invitations et on a entendu tout à l'heure un élu communiste qui a interpellé le président, a priori pas tout à fait sur la même ligne politique qu'Emmanuel Macron, mais c'est vrai qu'à chaque fois ces invitations elles interrogent. Lors de la séquence du grand débat national, certains élus du Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, s'étaient justement interrogés sur leur non-invitation à certaines rencontres du président de la République. Mais c'est vrai qu'il y a là une séquence qui s'ouvre. Loïc nous disait qu'elle va se reproduire avec des rencontres par thème. Il va sans doute peut-être nous parler d'ici quelques semaines de la sécurité des Français ou de sujets plus régaliens.
régalien de l'hôpital et la situation dans l'hôpital. Là, c'est vrai que le débat est très cadré. Emmanuel Macron avait choisi de ne pas faire la rentrée scolaire, de ne pas se rendre dans une école avec à la rencontre des enseignants et des élèves, laissant son Premier ministre sur le devant de la scène, laissant Édouard Philippe gérer un petit peu, prendre la lumière. Bon, bah là, il y a visiblement une volonté de rattraper Et ne pas le petit prendre retard. Paris, d'ailleurs. Ok, alors on va peut-être revenir dans quelques instants dans cette salle de Bonneuil-sur-Marne où tout est bien ordonnancé, il y a tous les paquets qui sont sur les étagères, les chaises sont à leur place et on voit que le dialogue se poursuit. Quand le président Macron prendra la parole, on y reviendra. On va peut-être continuer d'égrener les grands thèmes de l'actualité aujourd'hui. Il y a ce thème à propos de la gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses. On va arrêter avec ces acronymes que les Français ne comprennent peut-être pas très bien. Il y a eu un vrai trouble aujourd'hui au moment où le projet de loi bioéthique, Raphaël Rémy-Leleu, est examiné à l'Assemblée. Est-ce qu'il va contenir une reconnaissance automatique de la filiation de ces enfants qui sont nés à l'étranger par une mère porteuse? Il y a tout un débat aujourd'hui. La manif pour tous est montée au créneau très violemment. On va juste écouter la mise au point de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, cet après-midi à l'Assemblée. Le gouvernement n'entend par ailleurs nullement modifier la situation juridique des enfants nés de GPA. Pour ces enfants, le père biologique mentionné sur l'acte d'état civil étranger bénéficie d'une retranscription directe dans l'état civil français. Le deuxième parent, père ou mère d'intention, doit toujours passer par un processus d'adoption pour voir sa filiation reconnue à l'état civil français. Cette solution, me semble-t-il, consacre un équilibre entre, d'une part, la prohibition de la GPA, qui est contraire à notre éthique et à notre droit, et d'autre part, l'intérêt de l'enfant à voir sa filiation établie et à mener une vie familiale normale. En toute hypothèse, la GPA demeurera un interdit absolu. Oui, un interdit absolu n'empêche que le sujet arrive sur la table au moment où on évoque la PMA. Forcément, il y a un petit trouble, Raphaël Rémy-Leleu. Mais forcément, il y en a qui jouent sur ce petit trouble, Oui, comme à chaque fois qu'on parle de la PMA. C'est une circulaire dont on parle, là. Alors, c'est autre chose qu'une circulaire. De toute manière, la confusion PMA, donc procréation médicalement assistée, et GPA, gestation pour autrui, est une confusion ou insémination. Voilà, est une confusion parfaitement instrumentalisée par la Manif pour tous depuis le début. Pas que ça, Raphaël. Il n'y a pas que ça. Là, on parle d'autre chose. Là, on parle de la gestation pour autrui. Mais en fait, c'est tout le problème d'avoir la PMA au milieu d'une loi bioéthique. Elle aurait été très bien dans un projet de loi mariage pour tous et pour toutes à l'époque. Mais par contre, l'intervention de Mme Belloubet est assez équilibrée parce qu'elle rappelle finalement l'état du droit qui avait été consolidé par une circulaire sous Mme Taubira. Et ce qu'agite la Manif pour tous, c'est le droit européen va nous obliger à reconnaître les enfants nés à l'étranger de GPA, à les reconnaître automatiquement dans la filiation. Ça n'est pas ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, qui a été saisie plusieurs fois et qui a plusieurs fois condamné la France, parce que c'est vrai qu'il y a des mesures parfois assez intrusives dans les vies familiales pour les familles qui reviennent après avoir fait un enfant par GPA à l'étranger, malheureusement. Mais ce qu'a conseillé la Cour européenne des droits de l'homme, c'est finalement de laisser faire la filiation par le mécanisme d'adoption. Et donc, c'est ce qui va... C'est-à-dire que le deuxième parent adopte l'enfant né à l'étranger. Et donc, c'est a priori ce qui va continuer. Certains et certaines sont contre cela parce que l'adoption ouvre un dossier en moralité, une enquête de police, des services sociaux. Mais aujourd'hui, quand on a des parents qui vont à l'étranger pour faire une pratique illégale en France et qui est reconnue par l'ONU comme étant en grande majorité de la vente d'enfants, on peut comprendre quelques précautions. En même temps, c'est agiter le chiffon rouge, Damien Fleureau. Encore une fois, on nous dit on parle que de PMA, on parle surtout pas de GPA. Et là, on oui, y est. En fait. Ça, en tous les cas, le calendrier interroge et on sent que Nicole Belloubet tente d'éteindre l'incendie. Elle le fait tant bien que mal, même si on voit bien que la Cour de cassation qui doit rendre sa décision, elle va examiner ce cas le 20 septembre, donc dans les jours qui suivront, et sans doute que l'exécutif aurait préféré ne pas avoir à gérer cette fuite concernant cette possible circulaire qui est en train d'être rédigée, même si elle n'est pas encore effective aujourd'hui. Nicole Belloubet aurait préféré sans doute gérer ce sujet un peu plus tard et ne pas télescoper le projet de loi avec cette information. Guillaume Bigot, on nous en fume ou pas ?
On nous en fume, mais de part et d'autre. C'est-à-dire que, oui, en effet, les partisans de la manif pour tous entretiennent cette confusion. C'est pas la même chose, ça c'est tout à fait vrai. Mais il y a néanmoins un point commun. Entre la PMA et la GPA, il y a tout de même la question de savoir si deux personnes de même sexe, c'est ça dont il s'agit, peuvent concevoir un enfant à travers le corps, la mise à disposition du corps de quelqu'un d'autre, ça c'est interdit par la loi française, ou à travers le recours à des techniques médicales. Or, paraît-il, le président de la République, et je pense qu'il a raison, se préoccupe d'un thème qui a beaucoup intéressé un de mes amis qui s'appelle Laurent Bouvet, qui s'appelle l'insécurité culturelle. Eh bien, on pourrait imaginer conseiller au président de la République de se préoccuper de ce qu'on pourrait appeler l'insécurité anthropologique. C'est quoi l'insécurité anthropologique? C'est qu'en réalité, quoi qu'on fasse, il y a tout de même besoin d'un matériel génétique masculin et d'un matériel génétique féminin pour créer du vivant. Aujourd'hui, c'est comme ça. On n'a pas encore de machine pour faire ça. Je viens que l'être humain a cette pulsion de liberté importante. Je me mets tout à fait à la place aussi de gens qui s'aiment du même sexe, qui veulent un enfant. Néanmoins, il y a quand même, je suis assez d'accord, quelque chose de très risqué. Or, ce qui est curieux avec ces sujets et ces enjeux, c'est qu'ils concernent finalement une toute petite minorité. Finalement, l'art du politique, c'est quand même, et la politique, c'est quand même ce qu'il y a de commun. La res publica, ce qu'on partage en commun. Ce n'est pas faire de la politique des minorités, de telle ou telle minorité. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème, mais c'est vraiment des problèmes mineurs. Or, c'est très intéressant ces sujets. Pourquoi? Parce qu'ils sont incroyablement clivants, qu'ils interrogent notre intimité et que tout le monde va se battre comme des chiffonniers. Et en attendant, eh bien, on peut faire une autre politique. Alexis Poulain. Oui, c'est des sujets philosophiques, de philosophie religieuse. On a là, finalement, une vision plutôt empreinte de catholicisme ou de protestantisme du monde, ou d'hindouisme, ce que vous voulez. D'ailleurs, l'Inde est un grand pays d'ailleurs, où les femmes sont utilisées effectivement pour la GPA. Donc, il y a des questions qui se posent. Et chacun a sa vision des choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tout le monde d'accord, puisqu'en fonction de sa tradition culturelle, son vécu, chacun va avoir une chose à dire. Après, je pense que la politique, elle a pour rôle de s'occuper des minorités, justement, de faire pour le moins-disant, pour que ce soit le mieux pour tous. Regardez la place qu'on fait aux handicapés en France, c'est toujours un problème, alors que c'était un des grands chantiers du quinquennat. Il y a encore 250 enfants qui n'ont pas pu avoir de rentrée parce qu'on n'a pas mis les moyens. Donc, il faut toujours faire attention. C'est à ça qu'on voit aussi la grandeur d'une démocratie. Donc, c'est bien qu'on s'occupe de ces sujets-là. Il ne faut pas rentrer après dans un jeu de politique politicienne où, effectivement, chacun va jouer de la confusion en parlant de GPA alors qu'on parle de PMA, que la PMA ça fait longtemps que ça existe. C'est pas tout à fait pareil. Alors Vaëlle Rémy-Leleu, un dernier mot sur ce sujet-là. Surtout sur la PMA, on est vraiment sur une question d'égalité d'accès à une technique médicale. Ce que vous disiez, je me permets d'apporter une petite précision, c'est pas uniquement du matériel génétique féminin et masculin dont on a besoin pour faire un enfant, c'est également d'un utérus. Et c'est tout le risque de la GPA, c'est la marchandisation des corps des femmes, tandis que la PMA marche simplement via des dons de gamètes qui existent déjà et qui sont déjà encadrés par la loi, qui se font devant notaire avec un formulaire de consentement en don. Bref, tout un attirail moral, philosophique, politique et juridique que nous avons d'ores et déjà, sauf quand on est une lesbienne ou une femme célibataire. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que la PMA, c'est une technique médicale et la médecine, elle est là pour, d'une certaine façon, réparer le vivant, pour panser les blessures, panser les plaies. Et là, on n'est pas dans une... vous voyez, qui a un désir d'enfant, je l'entends parfaitement, mais ce désir d'enfant n'est pas un corps abîmé, n'est pas une blessure, en quelque sorte. Et on le manifeste comme un droit. Pourquoi? Parce qu'on dit par ailleurs qu'il y a une homophobie, etc. On va peut-être en parler tout à l'heure. Et donc, évidemment, ceci viendrait, en quelque sorte, compenser cela. Donc, on présente, si vous voulez, un désir assez normal, complètement légitime, d'une certaine façon, on le présente comme un droit. Mais ce n'est pas un droit. Et la médecine est là pour soigner, elle n'est pas là pour répondre à des demandes de droit. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a des associations qui tentent de mettre ce débat de la GPA dans le cadre du projet de loi. Il y a aussi des parlementaires qui ont d'ores et déjà annoncé qu'ils se saisiront de l'examen de ce texte pour, par le biais d'amendements, mettre ce sujet à la table, même s'il y a une ligne claire à ce stade de l'exécutif. Nicole Belloubet l'a redit cet après-midi, Agnès Buzyn, Frédérique Vidal, la GPA ne fait pas partie de ce paquet législatif qui sera en examen dans les tout prochains jours et reste interdite en France. Raphaël Rémy-Leleu. Oui, d'autant plus qu'il faut quand même rappeler que le risque qu'on prend en ne légalisant pas la PMA, ça n'est non pas une question de droit à l'enfant, mais d'égalité face à une technique médicale. Et c'est là aujourd'hui que se pose la discrimination et le caractère discriminatoire de l'interdiction pour les femmes seules ou lesbiennes. Tandis que dans la GPA, on est sur un registre tout à fait différent de marchandisation du corps. C'est pour ça que, pour le coup, y compris philosophiquement, je pense qu'on a intérêt à séparer les deux sujets. La confusion continuera d'être entretenue et ça pose véritablement la question de manière générale, notre manière
manière de fonctionner en tant que démocratie sur ces fameux débats bioéthiques qui reviennent sur la table tous les 5 ans. Oui, qu'il faut modifier. Ça faisait 9 ans qu'on n'avait pas... avec des travaux néanmoins de commission et des travaux parlementaires à chaque fois. Enfin, il y a véritablement un problème de débat public sur ces questions et j'espère que vous me ferez l'honneur de considérer que je suis capable d'en parler sans être une chiffonnière. Mais c'est vrai qu'on est... parce que justement, c'est le problème, c'est qu'en fait, les associations... Je n'ai même pas pensé, je n'ai pas dit... Non, mais j'y repense parce que vous disiez, ces débats créent toujours des débats de chiffonniers. Ah oui, autant pour moi. Et c'est vrai que c'est une catastrophe de ne pas pouvoir se parler simplement d'égalité en droit. C'est vrai, il faudrait pouvoir avoir un débat calme et posé et serein sur ces questions, mais il me semble, sans vouloir avoir de la malice politique partout, qu'il y a un effet de leurre. Quand vous avez une politique particulièrement, disons, peu populaire, qui est dictée par Bruxelles, vous mettez sur la table un projet sociétal, du sociétal, n'importe quoi d'ailleurs, et vous êtes sûr que finalement il va y avoir, comme dans, ils en ont parlé, ou comme dans Astérix, après le dîner, tout le monde se bagarre, etc. Voilà, c'est ça l'idée. C'est qu'en fait, on sait bien que ça va faire un effet de leurre, ça va faire un effet de diversion. Et comme ça, en avant la musique, vous réformez le code du travail, etc. etc. Oui, tout à fait. C'est des débats qui prennent de l'ampleur, qui prennent du temps médiatique et qui permettent de faire chiffon rouge sur d'autres débats qui vont changer plus en profondeur finalement la société française que ces droits qui devraient être déjà là. Alexis, on va juste écouter le début du discours d'Emmanuel Macron et après il y aura le journal du 10 heures. On a pu voir, je crois, donne beaucoup de sens au combat que beaucoup d'entre vous portez depuis des années, parfois des décennies, et qui peut parfois paraître difficile, ingrat. Je vais y revenir dans quelques instants, mais je crois que derrière tout ça, la part humaine fait qu'on ne se désespère jamais, n'est-ce pas? Et ce que vous venez de dire, monsieur, est très juste. C'est-à-dire que le trésor, il est dans ces femmes et ces hommes qu'à un moment donné, la société ne sait pas pleinement reconnaître, mais qui est là. Et je pense que le fait que vous ne l'oubliez jamais et qu'il y ait des gens qui soient à un moment là pour vous aider et vous permettre de retrouver une place parce qu'il y a eu des accidents de la vie, parce qu'il y a eu des difficultés, parce que vous venez d'un pays où les choses ont été difficiles, ou ceci ou cela, je pense un élément essentiel. Et c'est là où, je crois, cette part d'humanité sans laquelle il n'y a pas une société et la part d'efficacité économique se réconcilient totalement. Et c'est très profondément ce à quoi je crois. Je crois très sincèrement que la pauvreté, ce n'est pas un statut. Ce n'est pas un statut. Et que l'entrepreneuriat, ce n'est pas réservé aux start-up. Et vous avez d'ailleurs formidablement démontré le contraire. Le mot d'entreprendre, on l'a trop réservé à la sphère économique. Le mot d'innover, on a trop considéré que c'était uniquement fait pour de la technologie de nouveau type. Vous êtes toutes et tous, et vous l'avez montré, des entrepreneurs qui innovaient très profondément, avec des choses qui sont d'ailleurs les plus sensibles, les plus difficiles, parce qu'il n'y a pas de production de série. Dans les métiers que vous faites, vous l'avez dit, c'est de l'humain. Donc c'est du cas par cas. Et je crois que c'est cette démarche à laquelle je crois très profondément. La guerre qu'on doit mener tous ensemble, ça n'est plus une guerre d'opposition. C'est une guerre de mouvement, celle qu'on mène contre la pauvreté. Et donc, on ne peut la mener que si on réussit. La ministre a parfaitement décrit chacune des entreprises, depuis le début, qui sont conduites par le gouvernement, si on arrive à ce que tous ces moteurs, en quelque sorte, s'allument. Et d'ailleurs, beaucoup de choses que vous avez dites, les mots que vous avez utilisés, sont les mots que les entrepreneurs ou les entreprises utilisaient il y a 2 ans quand elles parlaient de leurs propres problèmes. C'est pour ça que je vous ai demandé, on parle de blocage, de lenteur administrative, de décisions qui sont parfois complètement... On aurait pu faire un test masqué. Il y a 2 ans, on avait le même débat sur des entreprises technologiques ou les grandes entreprises. L'ordonnance travail, elles ont levé beaucoup de ces blocages. Ça veut dire que maintenant, c'est au secteur que vous représentez, à cette part de l'activité économique, qu'on doit s'attaquer pour lever d'autres blocages. Et ça, c'est un premier continent. Je vais ici avoir un mot pour défendre quand même l'administration, les pouvoirs publics. Je ne sais pas dire, on va regarder évidemment, monsieur, votre cas, et j'ai vu l'émotion avec laquelle vous en parliez, à juste titre, vous aussi, et j'y reviendrai dans un instant. C'est vrai que parfois, la règle peut paraître absurde, et les lenteurs qui vont avec. Je suis le premier à être impatient de cela, à vouloir le bousculer. Mais on est tous aussi attachés à l'égalité et à ce que cette règle soit respectée. Et que n'entendrais-je si on disait il n'y a plus de règles? Parce que là, on va enlever, on fera l'évaluation,
le jour où il n'y a plus de règles, vous serez les premiers à venir me dire « Mais attendez, pourquoi dans cet endroit, celui-là, il a eu le droit à ceci, l'autre à cela ?» Les préfets de la République, ils sont aussi là pour qu'il y ait un ordre public qui soit tenu, les directs aussi, les services. Donc, on a besoin d'une administration. Je crois qu'on a en France une administration qui est solide et qui est une chance. On peut tous s'améliorer, on va tous s'améliorer, mais je voulais avoir un mot quand même de défense. Parce que tout n'est pas lié à cela. Donc, on doit simplifier, on doit créer de la fluidité, on doit créer de la rapidité. Et ça, c'est vrai que dans le secteur que vous représentez, que dans cette bataille contre le chômage, la grande précarité et la pauvreté, la rapidité est essentielle. Vous l'avez très bien dit, parce que chaque mois perdu, c'est un mois qui recule encore de la possibilité de retrouver un emploi. C'est un mois durant lequel la vie se détricote, de manière parfois très intime. C'est un mois durant lequel on réduit encore ses chances et on peut passer un cap qui peut avoir une part d'irréversible. Donc, on doit, nous, s'améliorer pour être beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Et la complexité ne pose jamais de problème aux plus gros, à ceux qui sont déjà bien lotis, elle pose un problème aux plus fragiles de notre société. Donc là-dessus, beaucoup de pistes ont été évoquées, on va y travailler, mais de manière générale, c'est une des transformations qu'on est en train de faire, et on le fait là aussi avec celles et ceux qui servent l'État et qui, avec le même dévouement et le même engagement qui est le vôtre, croient dans la chose publique. Et on continuera sur ce volet-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par Pôle emploi, par la DGEFP, par tout le travail autour du délégué justement national qui porte ce plan pauvreté. On a encore beaucoup de choses à faire et les grandes associations qui sont là le savent. Mais je pense que c'est quand on le fait ensemble qu'on arrive à ce que ce soit pérenne et qu'on ne simplifie pas, je dirais parfois, ce qui ne doit pas l'être. Donc, vous avez mon engagement sur ce changement de mentalité, le caractère, je dirais, plus entrepreneurial qu'on doit nous-mêmes avoir avec nous-mêmes, aller plus vite, aller vers un contrôle qui est plus un contrôle a posteriori qu'a priori, simplifier ou se passer des agréments quand ils sont inutiles, et réussir à décliner les solutions au plus proche du terrain. Et je crois très profondément qu'on peut garder la force de l'égalité républicaine en ayant des solutions plus proches qui sont en même temps plus humaines. Ça m'était dit tout à l'heure par quelques-uns d'entre vous, parfois la lettre qu'on reçoit, elle est violente parce qu'elle a un côté circulaire. Et donc, la réunion qu'on vient d'avoir, c'est aussi ce que j'ai demandé aux ministres de faire, ce que les préfets vont faire, ce que l'ensemble des acteurs de cette action publique, avec les élus, doivent pouvoir décliner, qui est dans chaque territoire, maintenant, de brancher les fils. Donc, sur ce premier volet, engagement pris. On va regarder votre cas et je vous remercie d'avoir été un entrepreneur de cette cause à laquelle, en effet, je crois beaucoup. Et on va regarder tout ce qu'on peut faire pour... On a besoin de créer des places d'hébergement d'urgence. Et donc, là, je prends l'engagement, ne vous inquiétez pas, j'ai noté les choses moi-même pour qu'on puisse savoir toutes les solutions les plus simples et parfois les plus hétérodoxes. Et au fond, ce qu'on doit réussir à faire collectivement, c'est donner une place aux idées nouvelles, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus fortement, et vous l'avez dit. On va aussi évidemment avancer sur les sujets d'achat. Alors, il y a aussi parfois des sujets de formation, parce que l'achat public s'est simplifié et a beaucoup bougé sur certains de ces critères. On n'a pas toujours accompagné comme il le fallait les acheteurs publics. Et donc ça, c'est un point, qu'il s'agisse de l'innovation comme des clauses sociales, elles existent, en fait. Elles sont trop peu utilisées. Et on reste sur un dogme commun qui serait qu'il n'y a que le prix. C'est plus vrai, en fait, dans le code. Simplement, les gens restent à des pratiques qui ne sont pas forcément celles du code. Alors ensuite, comment passer une étape et essayer même d'aller au-delà de ce que vous avez évoqué? La ministre l'a dit, on est en train d'avancer sur la bataille de la réduction du chômage. Collectivement, et ça c'est une question de confiance économique, une question d'investisseurs, d'employeurs, une question aussi de celles et ceux qui sont au chômage qui... justement, vont à la recherche d'emploi, de la mobilisation de nos services de Pôle emploi, du travail qui est fait avec les régions, les missions locales, l'ensemble des services portés par les collectivités. Simplement, ces chiffres, on va essayer, parce que ça aille de plus en plus vite, mais à mesure qu'on réduit le chômage, c'est encore plus dur pour ceux qui y restent. Et donc c'est là où ces deux batailles sont absolument jumelles et essentielles, parce que ceux qui restent sont ceux qui sont depuis le plus longtemps généralement au chômage, parce que ce sont ceux pour qui c'est beaucoup plus dur de revenir. Et c'est ceux pour qui, quand toute la société est en train de bouger, se remet en mouvement, que le chômage baisse, ceux qui restent au chômage ont une vie beaucoup plus difficile, parce que l'écart se creuse. Et donc c'est là où la bataille collective qu'on mène sur ce sujet, elle est absolument essentielle. Elle est économique et sociale, et je ne la distingue pas. Et
la clé pour nous, c'est que ces moteurs-là s'allument aussi vite, même plus vite que ceux de la reprise, et viennent aussi compenser les choix, moi, que j'assume totalement qu'on a pu faire. Plusieurs, si on nous ont parfois reproché au gouvernement d'avoir supprimé très vite les contrats aidés. Ça a été dur pour certaines collectivités ou certains secteurs, et c'est vrai, et ça a créé... Le cycle était le bon, mais enfin, ça a créé des difficultés pour des publics qui étaient plus fragilisés. La réforme de l'assurance chômage est une réforme qui est dure. Je crois qu'elle est efficace, mais elle est dure pour des publics qui sont à la frange et qui peuvent se retrouver à décrocher. Donc il faut qu'on regarde lucidement qu'une partie des réformes qui ont été faites pour donner plus de muscles, si je puis dire, à la reprise économique, pour qu'on aille plus vite et plus fort dans cette reprise, ont fragilisé certains publics. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais dans le même temps, on a créé de nouveaux contrats qui, je crois, ont leur part d'efficacité, en tout cas, exigent plus d'accompagnement. Et on fait cet investissement à travers le plan pauvreté, qui est un investissement inédit dans, précisément, l'accompagnement et l'insertion par l'activité économique. Et moi, j'assume totalement ce choix. Mais je veux en partager avec vous la philosophie, et c'est celle que vous portez. C'est que j'assume le choix d'être sorti d'emplois aidés qui étaient devenus, au fond, statutaires, auxquels on s'était collectivement habitués, qui étaient des outils de pilotage de la courbe du chômage, et qui étaient des outils qui ne permettaient plus d'aller vers de l'emploi pérenne. Il suffit de voir quelles étaient les sorties des contrats aidés pour s'en apercevoir. De sortir de dispositifs qui étaient plutôt des dispositifs, en effet, de dépenses pour accompagner des gens à ce que, en quelque sorte, ça aille un peu mieux, mais pas à revenir dans un parcours de vie. Et de mettre beaucoup plus dans un investissement et pas une dépense. Et dans un investissement où on accepte le fait que la clé, c'est de le faire avec les gens, avec. Le plan pauvreté, il a été conçu avec les publics qui sont en situation de pauvreté. Ce que vous faites, vous, associations, ce que font les élus lorsqu'ils sont mobilisés sur ce sujet, c'est avec les personnes qui sont en situation, et on l'a parfaitement vu aujourd'hui, avec des projets qui sont construits. Et voilà donc pour cette allocution du président de la République à Bonneuil-sur-Marne. Bienvenue si vous nous rejoignez, il est 19h en direct sur CNews. Les grands titres de l'actualité. Les annonces de la ministre de la Santé n'auront pas suffi. Le collectif Interurgence a voté aujourd'hui la poursuite de la grève entamée il y a près de 6 mois. Les représentants des grévistes se sont mis d'accord pour des rassemblements locaux le 26 septembre prochain. En attendant de fixer prochainement une date de mobilisation nationale, écoutez le vice-président du collectif Interurgence. Alors, suite à notre assemblée générale ici à Saint-Denis, aujourd'hui à Paris, nous avons décidé de voter une motion qui reprend nos revendications de départ au niveau de l'interurgence afin de l'étendre à l'ensemble des services hospitaliers où nous appelons l'ensemble de nos collègues des hôpitaux à se mettre en grève avec nous sur l'arrêt de la fermeture des lits d'aval, sur une revalorisation salariale et sur des effectifs remontés à hauteur des besoins dans l'ensemble des services hospitaliers. Les propos de Noël Le Graët continuent de faire réagir alors que le président de la Fédération française de football a donné comme consigne aux arbitres de ne plus interrompre les matchs en cas de propos homophobes. Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, lui demande de prendre sa part de responsabilité. Ils vont d'ailleurs se rencontrer ce soir en marge du match France-Andorre au Stade de France. Enfin, le chef de l'État, vous l'avez vu, a renoué avec l'exercice du grand débat. Il est aujourd'hui à Bonneuil-sur-Marne, au programme L'insertion par l'emploi, l'occasion pour lui de faire le point sur les mesures annoncées il y a 1 an pour lutter contre la pauvreté et d'échanger avec ceux qui essayent de se réinsérer dans la vie professionnelle. Et on se retrouve avec nos invités pour évoquer ce thème football et homophobie avec le ton qui monte entre le patron de la Fédération française de football et la ministre des Sports. On est toujours avec Damien Fleureau et Raphaël Rémy-Leleu. Merci d'être là. On salue l'arrivée d'Arnaud Benedetti. Bonsoir. Bonsoir. Professeur associé à la Sorbonne. D'Émilie Zapalski. Bonsoir. Communicant politique. Et avec Jérémy Falédan. Bonsoir. Vous êtes le président de SOS Homophobie. On va revenir sur ce qu'a dit aujourd'hui Noël Le Graët et qui a dû profondément vous choquer. Pour lui, il n'est pas question d'interdire les matchs, en tout cas de les arrêter en cas d'insultes, de chants ou de déploiement de banderoles homophobes. En revanche, la ministre des Sports, elle, n'est pas du tout d'accord. On se rappelle qu'avec Marlène Schiappa, elles avaient dit toutes les deux, c'est intolérable, il faudrait qu'on se lève dans ces cas-là et on quitte l'enceinte des stades. On va écouter, si vous voulez bien, les deux protagonistes, puis on va engager le débat. D'abord, Roxana Maracineanu et juste après, Noël Le Graët.
Alors je tenais tout d'abord à faire un rappel de la loi, dire que pour nous il n'y a pas de hiérarchie dans les discriminations, pour personne dans cette société. L'homophobie au même titre que le racisme est punie par la loi, il y a des sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Donc effectivement la position qu'a pris Noël Le Graët en faisant la différenciation entre homophobie et racisme, elle est erronée, on peut le dire. Pour tout vous dire, je pensais que c'était Noël Le Graët qui avait donné les instructions aux arbitres. Donc quelque part, quand il m'a dit il faut qu'on arrête d'arrêter les matchs et qu'on donne d'autres instructions aux arbitres, moi je suis prête à discuter et à entendre les autres propositions qu'il fera, maintenant qu'il est prêt à travailler sur ce sujet. Je pensais qu'il l'avait fait déjà depuis le mois de mars. Maintenant, je pense que cette actualité dénote aussi peut-être du manque de préparation sur ce sujet, dénote aussi le fait que voilà, pour être clair, il m'a fait un procès en légitimité dès que j'ai parlé sur ce sujet, que ce soit voilà, une femme qui parle de football, une nageuse qui parle de football. Oui, mais le rôle des pouvoirs publics, mon rôle de ministre, comme son rôle de président d'une instance qui a une délégation de service public, c'est de veiller à la protection de tous nos citoyens. Je n'arrêterai pas les matchs. Et il est tout à fait clair, parce que le football reçoit tout le monde. Toutes les classes sociales, tous les joueurs qui veulent ou joueuses qui acceptent de jouer au ballon sont parfaitement bien reçus dans nos clubs et dans nos stades. Je suis contre totalement, mais je ne veux pas être pris en otage sur l'homophobie. C'est pas vrai. Il n'y a pas d'omerta, il y a une volonté farouche de faire en sorte effectivement qu'on puisse être sur un stade de façon très digne et tout à fait amicale et en famille, mais l'arrêt des matchs ne m'intéresse pas. Donc vous demandez aux arbitres de ne plus arrêter les matchs. C'est une erreur. On arrête un match, j'arrêterai un match pour des cris racistes, ça c'est clair. C'est assez hallucinant de voir, encore une fois, le patron de la Fédération française dire ça et la ministre des Sports dire, en gros, qu'elle va juste en discuter avec lui, Raphaël Ramilleux. Ah mais moi, j'ai entendu ça ce matin, j'ai cru que j'étais mal réveillée. On est dans un mauvais délire. Surtout, il faut rappeler, je ne sais pas si Noël Le Graët n'est pas assez préparé, mais il faut peut-être le prévenir, surtout qu'on est en 2019, que l'injure, l'injure publique, qu'elle soit sexiste, homophobe ou raciste, doit être punie de 12 000 € d'amende. Et que c'est un un délit. C'est véritablement un délit. Lorsqu'il dit tous les joueurs, toutes les joueuses sont les bienvenus dans nos stades, il faut quand même rappeler que lorsqu'il y a eu des tentatives de faire des campagnes de prévention contre l'homophobie dans les stades, on n'a pas su trouver un seul joueur de foot professionnel français ou en France ayant fait son coming out, parce que les conditions sont déplorables. Et donc c'est Antoine Griezmann, et merci à lui, qui est allé se mettre en pause chez Tétu pour faire un peu cette publicité-là et cette ode à la tolérance. Enfin, il est vraiment à côté de sa plaque. Et le deux poids, deux mesures entre le racisme et l'homophobie est incompréhensible. On dit souvent en sport que le seul chef ou la seule chef sur le terrain, c'est l'arbitre. J'espère que les arbitres vont continuer de suspendre les matchs ce week-end s'il y a des enjeux. Non, si leur patron leur dit de ne pas interrompre les matchs, le patron de la Fédération française, c'est lui, le patron. Mais en même temps, quand vous êtes arbitre, surtout à ce niveau-là, vous êtes en effet, d'une certaine manière, responsable de cette délégation de service public et de la bonne tenue de ce qui se passe dans votre stade. Non, mais c'est l'arbitre qui est le seul maître à bord sur un stade. Donc c'est lui qui décide s'il y a matière à interrompre à un moment donné un match ou ne pas matière à interrompre. Donc quelles que soient les consignes du président de la Fédération française de football. Mais ce qui est évident, c'est qu'on voit que d'un côté, la ministre le recadre en rappelant tout simplement la loi, qui est aujourd'hui une loi qui condamne en effet les injures homophobes. Mais on a quelqu'un avec Noël Le Graët qui fait manifestement une faute de communication évidente. C'est-à-dire qu'il n'a pas intériorisé aujourd'hui quel est l'esprit du temps. Et la communication, c'est souvent ça. C'est intérioriser la façon dont nous vivons dans notre époque. Et là, il répond d'une manière qui est une manière, en effet, pour le moins maladroite. Jérémy Falédan, vous êtes choqué parce que vous avez entendu Noël Le Graët? Absolument, on est choqué par ces propos qui sont à la fois irresponsables et dangereux, alors même qu'on est en phase d'instaurer un dialogue entre les associations de lutte contre les discriminations et les supporters, alors qu'on essaye de faire avancer le sujet, alors qu'on essaye de combattre l'homophobie à tous les niveaux, et notamment dans le football. Ces propos viennent mettre un frein à tout ça, et on est consterné par ce qu'on a entendu ce matin. Après, il y a deux éléments qui sont particulièrement choquants dans ces propos. C'est le fait de faire une hiérarchie entre les différents types de discrimination, d'estimer que finalement le racisme, effectivement, il faut le combattre, on peut arrêter un match, mais l'homophobie, laissons faire, laissons dire, il n'y a pas de problème. Et l'autre problème principal dans ces propos, c'est qu'il ramène ça à une question de classe sociale, mais moi j'aimerais rappeler que l'homophobie, elle concerne toutes les classes sociales et toutes les catégories de population de la société, et il faut la combattre partout
et notamment dans le football. Émilie Zapalski, votre réaction quand on entend ces deux versions totalement différentes? Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème. Il y a cette hiérarchisation qui fait entre le racisme et l'homophobie, évidemment, mais ça veut dire qu'on peut l'étendre à beaucoup de choses. Ça veut dire que demain, il y aurait des insultes misogynes ou des insultes sur le physique d'un joueur ou sur sa taille, je sais pas, on peut varier. Donc il y a une question qui se pose, c'est-à-dire qu'on n'en est plus à dire pour ce type de comportement, on va interdire ou on va arrêter les matchs pour ce type. Il y a peut-être les moyens qui ont été mis en œuvre par le gouvernement et par la ministre notamment. Je dis pas que c'est pas les mauvais, mais je dis que on est en phase de réflexion et on voit bien qu'ils ne sont pas adaptés. Parce que s'il y a d'autres insultes misogynes, comme je disais, au hasard, qu'est-ce qu'on va faire? Alors un autre patron de fédération va se dire, bah non, moi j'interdis pas, je n'arrête pas les matchs. Donc peut-être que l'arrêt des matchs et cette façon de cibler racisme, homophobie, etc., n'est pas suffisante et qu'il faudrait peut-être avoir une façon plus globale de voir ces comportements, des comportements violents qui ne sont pas acceptables pour les humains, quelque chose qui définisse plus globalement. Moi, je considère que l'arrêt des matchs, c'est très particulier, c'était peut-être très spectaculaire et en termes de communication, c'était peut-être payant pour le gouvernement. Mais moi, je trouve que de repousser ces gens-là, de les sortir, c'est peut-être plus fort, c'est peut-être plus courageux et c'est peut-être sujet au niveau juridique à des choses plus pointues, plus nuancées. Mais c'est probablement une meilleure solution parce que là, en effet, on a l'impression qu'on punit tout le monde. Donc, on a des chefs de sport qui disent « Attention, on ne peut pas faire ça, ça gêne le match, on en est à 5 minutes, etc. » Et en même temps, des gens qui ont ce comportement-là, ils n'ont pas à être sur les matchs. Il me semble que les moyens sont à adapter et pour l'instant on a tâtonné et il y a peut-être des ajustements à faire. Damien Fleureau. Oui, on a aussi un Noël Le Graët tout puissant, patron d'une fédération qui est presque un État dans l'État. Enfin, la FIFA, par exemple, se pose peu de questions sur les règlements des États. Et là aussi, on sent d'ailleurs dans les propos de Roxana Maracineanu que voilà, il y a aussi ça, une jeune ministre des Sports, pas forcément très expérimentée en politique, c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elle a été choisie aussi, et Noël Le Graët en joue. Il y a un rapport de force entre les deux, et Noël Le Graët qui, eh bien, même si l'État est derrière la Fédération française de foot, on le sait, elle a des moyens et peut se... On est d'accord, mais là, elle pourrait taper du poing un peu plus violemment sur la table, quand même, en disant « je le convoque, je suis sa ministre des tutelles », c'est peut-être quand même. aussi son inexpérience et la faiblesse de... Sa communication est très particulière. Là, quand on l'entend, elle revient sur des sujets sexistes. Elle dit peut-être aussi, en gros, que mon image de femme jeune dans le milieu du sport, pour moi, c'est une erreur. C'est pas quelque chose qui est bien placé. C'est une drôle de façon de placer le débat parce que, a priori, on peut se dire que ce n'est pas du tout le sujet. En même temps, c'est une manière également de tracer le portrait de Noël Le Graët pour la semaine médiatique qui s'ouvre devant lui. Oui, mais c'est pas très autoritaire comme posture. Ah non, par contre, je suis d'accord avec vous, ça n'est pas vraiment une posture de pouvoir. Et quand on est ministre, encore une fois, on peut s'interroger sur ce choix de communication. Sur les mesures concrètes qu'on pourrait mettre en place dans les stades, il faut quand même rappeler que ça n'est pas le cas dans tous les stades, qu'il y a des stades dans lesquels ça se passe bien, qu'il y a des stades même dans lesquels on a de très beaux messages qui sont passés. Là où c'est problématique, y compris pour les clubs, c'est qu'en fait, un déploiement de banderoles, toute personne qui est déjà allée assister à un match de foot vous le dira, un déploiement de banderoles de cette taille-là, de cette envergure, ça demande beaucoup d'organisation. C'est fait par des COP, des clubs de supporters, des zones de tribunes qui fonctionnent à l'abonnement. Et donc, à la fois, du point de vue juridique, on a une possibilité d'identification de la personne responsable de la place, mais en même temps, pour les clubs, la responsabilité et le risque financier par rapport à des gens qui s'abonnent massivement est très importante, y compris en termes d'image, y compris en termes d'achat de goodies et autres. Et donc là, on sent bien aussi pourquoi la FIFA s'accroche, s'agrippe avec toute la maladresse et tout l'aspect vraiment arriéré et réactionnaire des propos. Non, mais la seule mesure qui pourrait peut-être être véritablement contraignante, c'est la sanction contre les clubs, tout simplement. Et ça existe. On sait très bien qu'on peut prendre des sanctions contre les clubs, vu le comportement, des sanctions sportives d'abord, qui peuvent être tout simplement pénalisables sur le plan de la compétition, ça existe. Et puis des suspensions de stade, ça existe aussi, on l'a vu, pour des tas d'équipes. Dans d'autres contextes,
contexte et avec d'autres motifs, donc c'est tout à fait envisageable. Mais moi, le risque aujourd'hui que l'on court finalement au regard du contexte, c'est que ce type, malheureusement, de comportement se développe et se généralise, parce qu'on voit bien que depuis le début du championnat, on en est déjà à 2-3 arrêts de match, me semble-t-il, suite à des banderoles qui ont été déployées dans différents matchs. Donc, on va voir comment ça se passe, mais c'est vrai que Le Gret aussi est pris en otage, d'une certaine manière, par à la fois le contexte sportif, par le fait qu'il ne souhaite certainement pas voir se développer ce type de manifestation. Et il se pose la question de savoir aujourd'hui quelle est la meilleure manière d'y répondre. Il est extrêmement maladroit, je suis tout à fait d'accord, dans sa communication. Je suis moins d'accord sur le fait que je trouve que la ministre, finalement, réagit de manière assez sobre, peut-être pas suffisamment virulente, mais je trouve qu'elle est dans son rôle, d'autant plus qu'il faut quand même porter crédit à cette ministre d'avoir été la première, il faut se souvenir, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, à mettre le doigt sur ce type de comportement. Donc on ne peut pas aujourd'hui lui faire un procès de mollesse ou de faiblesse quant à ce type de comportement. Allez, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline avec nos invités. On reviendra sur l'homophobie dans le football. Faut-il arrêter les matchs? On en débat dans un instant. À tout de suite. Et on se retrouve dans Punchline. On va partir du côté de Bonneuil-sur-Marne où se trouve Loïc Signor. Bonsoir Loïc. Le président a terminé sa prise de parole qui était finalement assez courte. Oui, c'est assez surprenant, étant donné qu'on était habitué avec le chef de l'État lors des grands débats, lors du grand débat national, à des prises de parole assez longues, voire même parfois des relances du président de la République à certains intervenants. Là, il a plutôt fait court, une conclusion très brève du chef de l'État pour préciser sur certains sujets la pensée qui était la sienne, mais sans répondre véritablement à chacune des questions, à chacun des témoignages dont il a pu être le spectateur pendant près de 2 heures ici à Bonneuil. En tout cas, une certitude après ce premier déplacement de rentrée du chef de l'État, l'acte 2 du quinquennat, comme les vendus dans l'entourage du chef de l'État, eh bien, ressemble à la fin de l'acte 1, c'est-à-dire cette nouvelle méthode, cette façon d'écouter, d'échanger, de se concerter avec les Français, faire de la politique avec et non plus et seulement avec, et seulement plus pour les Français. C'était la marotte des ministres lors de leur rentrée il y a quelques semaines. Le président de la République qui va certainement multiplier ces échanges avec plusieurs intervenants sur d'autres thématiques, et à commencer par les retraites. C'est ce qu'on nous annonce dans l'entourage du chef de l'État, également dans celui d'Édouard Philippe, le Premier ministre. Ce genre de débat va ponctuer le début de cette nouvelle année, de ce nouvel acte 2 donc, du quinquennat. Reste à savoir si l'impact politique sera identique à celui qui avait été celui du grand débat national au sortir de la crise des Gilets jaunes. Merci beaucoup Loïc Signor sur place à Bonneuil-sur-Marne. Avec notre ami Sacha Robin. Damien Fleureau, encore une fois, sur cet acte 2 du quinquennat qui tarde. Est-ce que, encore une fois, ça va être une ponctuation, comme le disait Loïc Signor, de petits grands débats, de petits débats alors? Oui, alors il faut quand même différencier les deux séquences, celle du grand débat national après la crise ou pendant la crise des Gilets jaunes. On avait l'impression que l'exécutif avait borné ce temps en nous disant il y aura des annonces concrètes et un changement en quelque sorte de politique. Là, si Emmanuel Macron démarre cet acte 2 qui nous emmène quand on ne sait pas bien, jusqu'à la fin du quinquennat, une campagne présidentielle pour sa réélection. Mais voilà, donc je ne suis pas certain que les Français se prennent au jeu de la même façon. Il faudra le voir. On peut comprendre la concertation sur le sujet de la réforme des retraites. Là, sur l'insertion, oui. Arnaud Benedetti, votre avis? L'acte 2, c'est un élément du storytelling, parce que fondamentalement, moi, ce qui me paraît aujourd'hui important, c'est qu'on regarde depuis Emmanuel Macron, en fait, depuis les élections européennes, et depuis cet été, il a infléchi sa communication. Il est dans une communication beaucoup plus modeste, dans une posture qui est plus empreinte d'humilité. Souvenez-vous, au bas du fort de Brégançon, il avait reconnu que la crise des Gilets jaunes n'était pas derrière nous, qu'elle était encore pleinement assise dans le pays. Donc, il veut montrer à la fois qu'il est lucide, qu'il écoute plus, qu'il dialogue. Mais la réalité, c'est qu'il maintient la sémantique, si vous voulez, de la réforme,
Mais sur le plan politique, on peut se poser des questions, parce qu'il y a eu quand même des annonces qui ont été extrêmement perturbantes pour les gens qui veulent réformer le pays. Le renoncement de fait à la suppression d'un certain nombre de postes dans la fonction publique, déjà au mois d'avril, lors de la conférence de presse faisant suite au grand débat. Ce qui est en train de se passer sur quand même la réforme des retraites, quand même le recul sur l'âge pivot ne constitue pas, disons, un moindre infléchissement. On peut se poser la question si finalement Emmanuel Macron n'est pas en voie de chiracisation. C'est-à-dire que d'une certaine manière, est-ce qu'il n'est pas en voie d'immobilisme, en voie d'immobilisme et que l'énergie réformatrice qu'il souhaitait développer, elle reste dans les mots avec une méthode différente, mais peut-être finalement avec des effets qui seront moins probants qu'on peut l'imaginer. Émilie, encore une fois, Zapelski. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une politique au coup par coup. C'est-à-dire qu'il réagit depuis la crise des Gilets jaunes, où il a été fortement secoué. Il réagit aux événements comme ils viennent et directement, immédiatement. C'est-à-dire que cette espèce de ligne qu'il avait durant sa campagne avec son programme, et on l'a vu déjà aux élections européennes, elle est complètement brouillée. Elle était plutôt pro-libérale, elle était plutôt très européenne, et tout d'un coup les Gilets jaunes arrivent et on ne sait plus. Du coup, la rentrée, au-delà de la concertation, l'acte 2, il est marqué par quoi? L'écologie. On verdit le programme, on ne sait pas trop comment, quels seront les actes, mais en tout cas, on entend le discours. Et il est social. On fait les retraites, il faut que ça soit non plus injuste, mais complètement axé sur la justice sociale qui est réclamée par les syndicats, la CFDT en premier lieu, la CGT aussi. Et on fait donc de l'insertion, là, le service public de l'insertion. On s'occupe de ces personnes qui sont un peu laissées pour compte, puisqu'on a abandonné les contrats aidés auparavant. Hop, on revient sur cette mesure. Donc je pense que c'est plutôt une feuille de route complètement brouillée et qui manque d'analyse et de recul. Et alors là où je trouve qu'il avait trouvé le bon ton et la bonne mesure sur, pendant l'été, un retrait, en effet, une communication beaucoup plus maîtrisée qui laissait la part belle à ses ministres, et qui lui donnait une posture internationale, parce qu'il était monté en puissance, notamment avec le G7, sur cet axe-là. Et là, tout d'un coup, il n'a pas fallu beaucoup pour qu'il retourne dans l'arène. Alors, il nous fait une version raccourcie. Non, mais attendez, on dit une version light. Il fait quand même un quart d'heure, 20 minutes, voire presque 30 minutes. On trouve ça light. C'est un grand débat. Il y a ses ministres. C'est parce qu'on le compare aux 14 heures de salon de l'agriculture. C'est pas si light que ça, que d'organiser cette session qui est très mise en scène. Il y a des cartons autour. On parle d'insertion. Il y a le décor qui va avec. Il y a toutes les personnalités. Et là aussi bien, il va y passer encore 1 heure ou 1 heure et demie pour saluer les uns les autres. Donc il y a quand même une forte mise en scène. Après, il a un petit peu modulé ça. Mais en effet, je pense que c'est pas en concertant qu'on peut décider, mais sauf que pour décider, il faut savoir dans quelle ligne on est. Et pour l'instant, les cartes sont complètement brouillées. Oui, c'est vrai qu'on a simplement l'annonce de quelques réformes, celle des retraites, on a le projet de loi bioéthique qui vient en examen, et puis pour le reste, c'est beaucoup plus flou. La réforme des institutions est reportée aussi, et c'est vrai que ça navigue sans doute un peu plus à vue. Il y a une forte inquiétude au sommet de l'État de cette capacité qu'auront les partenaires sociaux à mobiliser contre la réforme des retraites, à éventuellement bloquer. On annonce un vendredi noir dans les transports parisiens, par exemple. Les organisations syndicales semblent très remontées. Est-ce qu'elles seront capables de mobiliser dans le temps et de faire tomber un genou à terre au président de la République? Il y a peut-être une espèce de traumatisme en fait de la crise de l'année dernière, mais qui est vraiment inscrit très profondément dans la politique maintenant chez ces hommes politiques, d'Emmanuel Macron et ses ministres, parce qu'ils ont souffert, parce que c'est vrai que c'était violent, c'était inattendu, ça a repris, ça a redescendu. Donc il y a cette espèce de traumatisme qui reste là et qui les empêche, dès qu'ils ont des velléités de réformer ou d'avancer, ils ont un écho, les grèves, là les urgences qui tombent aussi, et ça se termine pas malgré des plans. Et il y a aussi un geste qu'ils ont fait le 10 décembre, qu'Emmanuel Macron a fait, de donner 10 milliards finalement relativement facilement, qui a aussi été un geste très très fort et qui peut faire que d'autres professions veulent aussi la part Ça du veut gâteau. dire que le spectre des Gilets jaunes est toujours là et plane au-dessus du gouvernement. Bien sûr, et chaque samedi, on s'interroge, on se demande si il y aura à nouveau une mobilisation. On va s'approcher aussi de l'anniversaire des Gilets jaunes le 17 novembre prochain. Et on sera dans le dur de la réforme des retraites, parce que Édouard Philippe présente
le cadre de cette réforme, le calendrier de cette réforme, les grands axes, ce jeudi. Donc là, on va pouvoir commencer, notamment du côté des organisations de salariés et du patronat, à poser des exigences, à mettre des limites à cette négociation, à cette concertation. Est-ce que Laurent Berger continuera de se rendre aux invitations du président de la République à l'Élysée comme il le fait, à Matignon? Ça, on voit bien qu'il essaye de gagner du temps. De toute façon, la concertation sera longue sur le dossier des retraites. On a choisi Delevoye, qui est quand même un homme, c'est le moins qu'on puisse dire, de dialogue, ancien président du Conseil économique et social, donc qui sait ce que c'est que de travailler avec des partenaires sociaux. On veut gagner du temps pour éviter justement, quelque part, un embrasement. Parce qu'on sait très bien que la réforme des retraites, c'est une réforme qui est totémique. C'est-à-dire qu'on se souvient qu'en 1995, ça a bloqué définitivement le premier septennat de Jacques Chirac. On sait très bien qu'il y a un fort pouvoir de coagulation qui existe dans la société française à travers cette réforme-là. Donc, on veut prendre du temps. Mais en prenant du temps, malgré tout, on se rapproche de la fin du quinquennat. Ce qui, quand même, me semble-t-il, confirme qu'on est dans un mouvement de ralentissement du processus de réforme aujourd'hui qu'a voulu engager Emmanuel Macron. Donc, le risque pour lui aujourd'hui, à un moment donné, c'est de ne plus pouvoir bouger aussi, avec un pays qui reste très éruptif. Et en effet, la crise des Gilets jaunes n'a pas disparu, il l'a lui-même reconnu. Elle est profonde encore. On n'a pas résolu, avec le grand débat, toutes les fractures sociales et culturelles et territoriales que la France connaît. Donc, on voit bien qu'on a là aujourd'hui un gouvernement et un président de la République qui marchent sur des œufs. Raphaël, un dernier mot. Je pense en effet qu'on aura une rentrée sociale forte, mais concernant Emmanuel Macron, je crois qu'il faut néanmoins distinguer sa politique de sa communication. Oui, parce que du point de vue politique, en termes d'immobilisme, on a quand même rarement eu un président de la 5e avec une aussi large majorité à l'Assemblée, et vu la méthode qu'ils appliquent, la gestion des partenaires sociaux n'est pas leur priorité. Par contre, du point de vue de la communication, ils nous enferment dans ce feuilletonnage du quinquennat, alors qu'il est simplement dans une véritable difficulté, appliquer la politique qu'il avait proposée avec son programme. Allez, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans Punchline, on repartira sur les stades de football avec cette question sur l'homophobie. Faut-il arrêter les matchs, oui ou non? On en débat dans un instant, tout de suite. On se retrouve dans Punchline pour évoquer l'homophobie dans le football avec cette polémique entre le patron de la Fédération française de football, Noël Le Graët, qui ne veut plus arrêter les matchs en cas de banderole ou d'insultes homophobes parce qu'il dit c'est pas comme si c'était des cris racistes. Si c'est raciste, j'arrête. Si c'est homophobe, j'arrête pas. Difficile à comprendre comme position. Et puis la ministre des Sports qui, elle, dit que c'est complètement erroné d'opposer la lutte contre le racisme et l'homophobie. On va écouter ce qu'en pensent les supporters. On en a rencontré un certain nombre cet après-midi au Stade de France. Vous savez qu'il y aura le match France-Andorre ce soir. Écoutez ce qu'ils disent, ils sont assez partagés sur la question. Je trouve ça révoltant qu'il y ait des chants homophobes encore aujourd'hui, on est en 2019. Il faut arrêter les matchs. Au moins ça montrera que tout le monde est là pour lutter contre ça. Les matchs se sont toujours déroulés, donc pourquoi pas les laisser se dérouler. Après les banderoles c'est une autre chose. Les chants c'est les chants. Les banderoles non. Par contre non, je suis contre. Empêcher les gens de chanter c'est impossible dans un stade de foot, dans tout sport. Après empêcher des banderoles c'est possible. Après à nous d'être plus intelligents. Pensez à tous les enfants qui jouent au football, qui lisent ça, c'est pas forcément très bien. Voilà, avec nos confrères d'Infosport Plus. Jérémy Fallédan, vous êtes présidente de SOS Homophobie. Voilà, les Français sont partagés, mais est-ce que vous comprenez encore une fois ce deux poids deux mesures ? Non, absolument pas. On ne comprend pas qu'on puisse faire une hiérarchisation entre le racisme et l'homophobie. Ça, c'est clair et net. Après, ça montre déjà qu'il y a un vrai travail de pédagogie et de prévention à faire sur ce sujet-là dans le football, auprès de tous les acteurs du secteur et notamment des cadres dirigeants. Et nous, on est prêts, évidemment, à faire ce travail de sensibilisation et de pédagogie pour faire avancer le sujet. Mais comment ? Vous allez dans les tribunes et expliquer aux supporters On va aller, pas forcément dans les tribunes, parce qu'au moment où les supporters sont dans les tribunes, ils sont là pour regarder un match, c'est pas le lieu, mais on va essayer effectivement d'aller à la rencontre des supporters pour aller leur expliquer notre point de vue à nous, pour aller leur faire comprendre en quoi ces propos, ces chants ne peuvent pas être tolérés et quelles sont leurs conséquences réelles en fait sur des milliers de personnes qui les entendent, les subissent. De jeunes. De jeunes, effectivement. Il y a à peu près un an, Marlène Schiappa présentait un plan censé lutter contre les agressions homophobes. C'est pas tout à fait le même sujet, mais avec des moyens. Et il était notamment question de prévention aussi, notamment vis-à-vis des jeunes publics et d'intervenir dans des établissements scolaires. Au lycée, on retrouve quand même beaucoup de supporters de foot qui sont des lycéens. Je pense que c'est une des solutions,
pas la seule, bien entendu, et il y a la sanction, mais dans le cadre de la prévention, ça doit commencer par là. Raphaël Ramilleux. Ça pose de manière quand même générale la question de l'ambiance dans les matchs de foot et dans les stades, puisque ces questions-là, on ne se les pose pas ou très peu pour le handball, pour le basket. Sinon, moi, je vous dirais, c'est très simple d'aller faire de la pédagogie. Il y a plein d'associations féministes ou LGBT qui ont des ateliers très drôles. Comment faire une insulte non sexiste, non homophobe, non lesbophobe. J'aimerais bien vouloir croire que la solution, c'est d'envoyer tout ce beau monde apprendre à faire une insulte. Mais c'est pire que ça, puisque finalement, la violence des mots, des insultes publiques dans les stades, c'est encore une culture du foot. Et donc ça, il va être temps de la changer. Moi, je me souviens quand même avec joie que pendant la Coupe du Monde de foot jouée par des femmes, il y avait quand même beaucoup moins de chants et d'insultes homophobes ou sexistes dans les stades et que c'était quand même beaucoup plus agréable. Alors, Émilie Zapalski. Moi, je prendrais le problème à l'envers sur la prévention. Il me semble qu'il faudrait plutôt parler sur les talents, qu'on soit homosexuel, hétérosexuel, noir, blanc, de toutes les couleurs ou n'importe, de toutes les orientations sexuelles, parce qu'on va bientôt... Enfin, même, il doit y en avoir des trans sur le terrain ou quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est plus porteur que de dire vous pouvez avoir des insultes non sexistes ou non homophobes. Et ce qui est important, c'est ça. Parce que de quoi ils ont peur, les supporters, pour être si violents? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ça me fait penser au mariage pour les gays. Quand le sujet a été mis sur la table par le gouvernement précédent, il y a eu comme une espèce de peur, comme si d'un coup, il y allait avoir des mariages qui allaient se multiplier par milliers, cent milliers, enfin comme si ça allait changer complètement la face de la société. Mais ça a été quoi? Je crois que ça représente 3% des mariages, qu'il n'y a même pas autant de mariages gays officiels que de Pax. Donc en fait, c'est une espèce de peur qui est complètement irrationnelle, parce que je pense qu'il y a de la peur pour être aussi violent, c'est qu'il y a quelque chose, ce sont des gens différents, on ne sait pas ce que ça va donner sur les terrains, on va avoir des gens complètement délirants sur les terrains, alors qu'a priori, il y en a déjà, ils ne se font pas connaître parce que c'est trop compliqué. Donc c'est une espèce de rétablissement. Et sur la prévention, je pense qu'en effet, ce serait presque des campagnes de communication, pas pour dire attention, les homosexuels sont pas... Non, c'est les talents, que je sois hétéro, homo, bisexuel, trans, je sais jouer avec mes pieds, je sais pas comment on appelle les mouvements, il y en a sûrement des plus spécialistes que moi en football, mais voilà, je sais dribbler, non, dribbler c'est dans le basket, oui, non, ça marche aussi au football. Mais voilà, je sais marquer un but et je suis pas moins doué ou plus doué qu'un autre, je suis juste le problème, c'est que Noël Le Graët, encore une fois, le patron de la FFF, dit qu'il n'y a pas de réelle homophobie dans le football. Écoutez ce qu'il a dit. Les méthodes de punir sans arrêt accentuent. Je l'ai remarqué, vous savez, à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu une période où il y avait des fumigènes partout. J'ai pris la décision, à un moment ferme, de m'attaquer à ce sujet. Il n'y en a plus. Je pense qu'il faut en parler de ce qui est fait, mais il faut agir dans les stades. Et considérer effectivement que le football est homophobe et peut être l'image seulement d'homophobie en France, c'est quand même un peu fort de café. J'accepte pas. Je ne trouve absolument anormal, pardonnez-moi, je vous en prie, tout à fait anormal, dans un sport qui a 2 200 000 licenciés, qui fait en sorte vraiment d'éduquer, qui a un nombre maximum d'éducateurs, parce qu'il a peut-être plus de moyens, qu'il y a des garçons, des filles. On n'a absolument aucun problème. Que quelques spectateurs exagérés, oui, j'accepte pas. On va faire en sorte que ça disparaisse, mais l'arrêt des matchs, c'est autre chose. Le jeu, c'est quelque chose de compliqué, de beau, quand on regarde, et pour quelques personnes que je n'apprécie pas, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de banderoles. C'est différent. Mais arrêter le match, non. Alors, vous êtes en colère, Raphaël Ramilleux, quand vous l'entendez, Noël Le Graët? Mais il est dans un paradoxe terrible, Noël Le Graët. Enfin, il faut vraiment que quelqu'un réveille ce monsieur. La personne qui donne l'image la plus homophobe du football en France aujourd'hui, c'est lui. Il a quand même dit qu'il fallait arrêter les matchs en cas de racisme, mais pas en cas d'homophobie. Personne n'a dit que tout le football français était homophobe. Mais ça existe et il faut que cela cesse. Et avoir quelqu'un qui l'excuse à ce point-là, ça participe de la libération de la parole et de la haine homophobe et lesbophobe. Et c'est le premier à desservir sa cause. Arnaud Bénédicte. Je ne suis pas sûr qu'il l'excuse. Il le minore, ça tout à fait, c'est évident. Je crois que c'est une petite différence. Mais c'est vrai que de toute façon, dans le foot, il y a des cultures sportives différentes. C'est vrai que le foot, c'est une culture aujourd'hui d'une certaine violence, même physique et verbale, qui est d'ailleurs pas récente. Et les fédérations ont su prendre à un moment donné pour, disons, contraindre et contenir un certain nombre de comportements, ont su prendre des sanctions pour éviter que ça se déroule. Donc la prévention, c'est bien beau, mais à un moment donné, c'est comme avec les féministes.
féminicide. Si vous voulez, la prévention et la communication, c'est très bien, mais à un moment donné, on a l'arsenal qui existe et on peut sanctionner. Et l'arsenal sportif, il existe. Encore une fois, vous pouvez prendre des sanctions financières, vous pouvez prendre des sanctions sportives. Il y a des clubs de foot qui, en Ligue 1, ont disparu à cause du comportement de leurs supporters. Je rappelle que le Sporting Bastier a eu une rétrogradation, alors qui est liée pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons de comportement de supporters. Donc on peut aujourd'hui agir. Est-ce que la Fédération française de football est prête à agir vis-à-vis de ce type de comportement? Ça, c'est une autre question. Manifestement, M. Le Gret semble extrêmement réservé. Enfin, il dit qu'il n'y aura plus de banderoles, mais l'arrêt des matchs n'est pas suffisant en soi. C'est pas l'arrêt des matchs qui va faire disparaître à un moment donné le type de comportement. Et il faut avoir, encore une fois, une politique qui soit une politique de sanctions qui soit adaptée et adéquate. Il dit aussi, quand on punit, on accentue. En gros, on excite ceux qu'on punit. Est-ce que ça, c'est un argument que vous entendez ? Non, en fait, les sanctions sont nécessaires. Elles doivent s'accompagner d'autres démarches de pédagogie, d'éducation, de prévention, mais les sanctions, elles sont nécessaires parce que c'est des propos qu'on ne peut pas tolérer aujourd'hui, que ce soit dans les stades ou partout ailleurs. Et quand il dit on en va interdire les banderoles, ce qui est dramatique, c'est qu'il dit on va interdire les banderoles tout court et il dénonce pas du tout les propos qui sont sur ces banderoles-là. Et voilà, il y a une chose sur laquelle je le rejoins, c'est qu'il dit que le sport, le football est un vecteur d'éducation et d'intégration. Très bien, mais c'est d'autant plus intolérable qu'on puisse tolérer que ce genre de propos soit scandé dans les stades pour supporter ou dénigrer une équipe. Raphaël Rémy-Leleu, comment on fait alors ? C'est quoi la solution ? Parce que là, ce week-end, il va y avoir des matchs. Ils ne seront pas interrompus. Les arbitres vont écouter leur patron de la FFF. Bon, encore une fois, j'espère que les arbitres auront le courage d'interrompre les matchs en cas d'insulte, puisqu'en plus, au-delà de l'aspect homophobe, l'injure publique est tout de même punie par la loi. Et oui, on est vraiment dans cette question entre la prévention et la répression. Pareil, c'est délirant de dire que la répression, ça accentue les comportements. Dans ce cas-là, plus personne n'est obligé de boucler sa ceinture. On peut tous rouler à 90 à l'heure en centre-ville. Enfin, ça n'a aucun sens. Et vraiment, moi, j'aimerais qu'on puisse donner des exemples. Et c'est peut-être à ça qu'on pourrait appeler si des hommes footballeurs français avaient le courage aujourd'hui de faire leur coming out, malgré toute la difficulté que ça aurait, parce que imaginez quand vous êtes homosexuel et que vous jouez face à 30 000, 50 000 personnes qui scandent des chants homophobes, et soutenir des associations qui font également du football inclusif, je pense au club des dégommeuses ou à d'autres initiatives qui existent un peu partout en France, parce qu'on n'a plus envie de voir ça dans nos stades. Mais vous pensez vraiment, Raphaël, que parce qu'un joueur de football va assumer son homosexualité, il n'y aura plus de chants homophobes ? Je pense que ça en ferait réfléchir beaucoup. Ça aiderait beaucoup. Puis quand il y a des grandes figures quand même, parce qu'Antoine Griezmann, cette prise de position en tout cas qu'il avait là-dessus, ça parle. Peut-être que si on multiplie, je crois que Giroud aussi en avait parlé, mais c'est vrai que c'est très compliqué pour les joueurs concernés directement de parler, mais peut-être que ça favorise quand même. Oui, mais il y a une injonction au coming out aussi qui n'est pas non plus... c'est pour ça que non, pas une injonction, mais de défendre et que des figures emblématiques comme ces joueurs-là, Griezmann, Giroud, puissent parler pour eux au moins. Et c'est pour ça que les deux vont ensemble, parce que tant qu'on ne se battra pas contre ce type de banderole, contre ce type de chant, en tout cas ces hommes-là, je comprends bien pourquoi ils n'auraient pas du tout envie de faire leur coming out dans un milieu professionnel pareil. Oui, pour permettre le coming out, il faut créer un climat qui favorise en fait le fait que les personnes LGBT se sentent à l'aise dans le milieu du football. L'un va avec l'autre. Et il y a vraiment un vrai enjeu de visibilité et de représentation pour les personnes LGBT dans tous les secteurs, et notamment dans le sport aujourd'hui. Et des prises de position publiques de personnalités du football sont nécessaires et importantes pour faire avancer les choses. Moi, je trouve qu'il se fait le bon avocat du monde du football. C'est sa fonction qui veut ça. Des clubs de foot aussi. Et il oublie aussi l'intérêt du pays, de la nation. Noël Le Graët, c'est pas n'importe qui. C'est une personnalité qui est expérimentée, à 77 ans. Il a été homme politique, maire de Guingamp, qui n'est pas une petite ville. Donc l'intérêt général, il devrait savoir ce que c'est. Là, je trouve qu'il est un peu réduit au strict terrain, c'est le cas de le dire, du monde du football, monde du football qui est très particulier, celui des clubs sportifs qui font beaucoup d'argent avec ces rencontres. Et voilà, il devrait peut-être songer à avoir un peu plus grand et un peu plus Alors, c'est ce que lui a demandé Roxana Maracineanu, la ministre des Sports. Écoutez aussi ce qu'elle lui a dit. Le message est très clair. C'est quoi
En fait, je me suis dit, on n'est qu'au début du chemin. Si les dirigeants du football français, le plus grand des dirigeants, le président de la fédération, est capable de dire une chose pareille, eh bien le travail ne fait que commencer, je pense. De toute façon, j'étais consciente que ça n'allait pas se faire du jour au lendemain, puisque ça faisait des années et des années que c'était dans les stades et qu'à la limite, ça ne choquait personne, ni les spécialistes, ni les moins spécialistes. Et que finalement, voilà, ça montre bien qu'on est au début d'un travail long. Mais je pense que si on le fait tous ensemble, si les arbitres, on les écoute, si on cherche aussi à ne serait-ce qu'appliquer le règlement aujourd'hui des instances qui sont au-dessus de la FFF, à savoir la FIFA qui est quand même sur cette ligne de conduite également, eh bien on aboutira à quelque chose, je pense, de constructif, qui prendra peut-être du temps, mais qui mérite d'être exploré parce que, encore une fois, le monde du football doit prendre à sa charge une partie de cette lutte contre les discriminations dans notre société. C'est évident, Arnaud Benedetti, mais est-ce qu'elle a les pouvoirs et le pouvoir d'imposer sa volonté à la ministre? Elle a le pouvoir de le convoquer et d'avoir une discussion et peut-être. Alors ils seront côte à côte ce soir à la tribune de France Andorre. Hein. Oui, mais parler. Ils vont certainement. On peut penser qu'ils vont certainement en parler. Mais je rejoins ce que disait Damien Fleuron, c'est qu'en fait, il y a aussi Le Gret, il exprime aussi la sociologie de ses dirigeants, vraisemblablement. Il y a cet état d'esprit qui existe aussi vraisemblablement dans le football, qui n'est pas un état d'esprit homophobe, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas de dire finalement est-ce que la bonne méthode c'est d'en venir à une politique de sanctions, une politique où on arrête les matchs, une politique qui consiste à frapper les clubs qui laissent ce type de comportement se développer. Il a vraisemblablement aussi des intérêts, j'allais dire politiques à l'intérieur de la Fédération française de football, Monsieur Le Gret. Il est élu, mais bien évidemment. Une fédération française de sport, c'est aussi un exercice politique. Donc il pense aussi à sa base électorale. Donc il exprime son terrain là aussi. Et en effet, son terrain, il peut être orthogonal de l'esprit du temps, qui est un esprit aujourd'hui qui est beaucoup plus tolérant et beaucoup plus inclusif que celui que semble en tout cas exprimer de manière très maladroite le président de la Fédération française de football. Vous êtes d'accord avec ça, Émilie? Moi, je ne voudrais pas être insultante, mais je pense qu'il y a peut-être aussi une question d'âge, vous l'avez rappelé, 77 ans. Il y a peut-être un renouvellement justement de ces postes pour que ce soit des personnes qui aient plus l'intuition de comment évolue la société actuellement. Ne stigmatisons pas par l'âge. Quand on demande à ça. N'ajoutons pas une stigmatisation à une autre. Si les banderoles mettaient des choses sur les âges des joueurs, peut-être qu'ils seraient plus sensibles et que là. Enfin, ils sont tous moins de 30 ans, donc. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut sentir ça, et la société, elle change, et les générations suivantes, elles ne se posent pas ces questions. Il l'entend peut-être, mais il pense à sa base électorale. Il pense à sa base électorale, mais sa base électorale, il y aura un renouvellement. Il faut quand même voir aussi. Enfin, moi, je suis plutôt positive dans le sens où ça va. Là, on va très loin, et c'est vrai que quand il parle de répercussions, moi, je suis pas d'accord, mais ça va très loin parce qu'on est obligé d'amener le curseur très très loin parce que la marge, elle est encore très forte, elle est très élevée. Mais à terme, j'espère qu'on aura moins besoin d'avoir ce type de répercussions, de sanctions. Mais là, à l'heure actuelle, il faut une main forte. Damien Fleuron. Oui, alors c'est vrai qu'on va voir si notre reporter Loïc Signor, qui suit le déplacement du président de la République, nous indique effectivement que le chef de l'État s'est exprimé sur ce sujet. Et on a un président qui aime le football et qui visiblement tente de temporiser en expliquant qu'il ne faut pas faire trop de polémiques, qu'il y a un travail d'éducation à faire auprès des supporters, peut-être un peu de clarté. Lui aussi peut-être penser à sa réélection. Voilà, et on aurait peut-être pu s'attendre à un message de soutien vis-à-vis du ministre de sa ministre des Sports. Pas forcément. Là, visiblement, pas forcément. Ah, ça c'est intéressant, Raphaël Rémy-Leleu. Effectivement, si le président ne sanctionne pas ce qu'a dit Monsieur Le Gret. Mais en fait, c'est ça qui est terrifiant, c'est qu'on est en train d'avoir un débat sur l'ère du temps, l'évolution culturelle, la démographie de dirigeants d'unions sportives qui ont plus de 70 ans, voire des questions de réélection, y compris pour notre président de la République, alors qu'on parle de choses illégales. L'injure publique est illégale. L'injure publique à connotation homophobe, c'est une circonstance aggravante. Ça peut être puni de 12 000 € d'amende au moins. Enfin, et je trouve ça terrible qu'on en arrive à ça, parce que être homophobe, c'est pas être dans une certaine ère du temps, c'est quelque chose qui est grave, c'est un discours de haine, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Et j'espère que si le président de la République s'est exprimé là-dessus, il aura fait preuve de clarté et de gravité. Il aurait rappelé ces grands principes, encore une fois, et il faut sans arrêt refaire de la pédagogie à ce sujet-là. Alors moi je trouve que son positionnement c'est étonnant, parce que
c'était la semaine dernière le Grenelle des violences conjugales, contre les violences conjugales, où là, zéro tolérance, on est à fond dessus, et là, tout d'un coup, à pas défendre sa ministre, je dis pas du tout le rapport on va l'entendre, on l'écoutera dans un instant. Mais je pense que c'est sur la cause, quoi. La cause, elle n'est pas moins valable. Là, pour le coup, on a l'impression qu'on fait une hiérarchie de je sanctionne pas. Je pense qu'en effet, pour ce type de problématique, il n'y a que ça, il n'y a qu'un discours ferme qui dit non, c'est pas possible. On fait les sanctions qu'il faut, qui sont prévues, et voilà, il devrait soutenir sa ministre, il devrait le signaler. Il y a pas le en même temps, là, il peut pas avoir lieu. Jérémy Faladon, vous attendez une réaction ferme du président? Absolument, nous on attend une réaction. D'ailleurs, il s'était déjà engagé plus tôt dans l'année sur l'homophobie dans le football et avait demandé à ce que les matchs soient arrêtés en cas de chant homophobe. Donc on espère que sa réaction ira dans ce sens-là aujourd'hui et qu'il soutiendra la ministre des Sports. Après, juste pour rappeler que Noël Le Graët disait dans son intervention ce matin qu'il était contre les arrêts, mais donc on attend ses autres propositions de sanctions. Et s'il est vraiment engagé sur le sujet de l'homophobie, qu'il fasse ses propositions. Et jusqu'à aujourd'hui, la Fédération française de football n'a absolument rien fait sur ce sujet. Alors, qu'a dit Emmanuel Macron exactement au sujet de l'homophobie dans le football? On l'écoute au micro de Loïc Signor. Le football doit réconcilier tout le monde. Et je pense que quand le football réconcilie tout le monde, il doit porter aussi les valeurs de concorde de notre pays. Il n'y a pas de polémique à avoir sur ces sujets. Il faut avoir une clarté sur les principes et du discernement dans l'application. Voilà. Et donc je souhaite que tout le monde travaille ensemble. Il ne faut pas créer de fausses polémiques. Je suis moi-même amateur de football. Je ne suis pas non plus naïf et on sait ce qu'est un stade qui s'embrase et parfois les noms d'oiseaux, pour dire le moins, qui volent. Donc je ne suis pas en train de dire que tout ça doit se terminer. Mais on ne peut pas expliquer tous les jours à nos jeunes et moins jeunes qu'il faut mettre de la décence dans le pays, qu'il faut enlever de la violence et dire qu'il faut accepter de toute éternité les pires choses. Donc chacun doit un peu bouger. Je suis confiant sur la réconciliation, le sport doit unir et je souhaite bon courage à notre équipe de football. Comme toujours, on sera derrière elle. Merci à vous. Voilà, donc pour cette réaction, clairement, il condamne l'homophobie. Oui, il est dans le rampement. Mais on sait ce que c'est qu'un stade qui s'embrase. Oui, parfois, avec les noms d'oiseaux qui volent. C'est un jeu d'équilibriste là tout de même, parce que ne serait-ce que le choix du mot réconciliation. Enfin, il n'y a pas de réconciliation à avoir avec les homophobes, il y a juste des sanctions à prendre. Non, il a voulu parler de la dimension fédératrice du sport. Enfin, je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Il n'a pas du tout excusé, les banderoles, en l'occurrence. C'était pas le cas. Mais quand il dit pas de fausse polémique, c'est quoi la fausse polémique en fait? Je pense que dans son esprit, c'est considérer que trop en parler finit par créer une polémique et finit finalement peut-être par encourager encore ce type de comportement. Ce qui n'est pas tout à fait faux aussi d'une certaine manière. On ne peut pas totalement l'exclure. La ministre des Sports, il y a quelques jours, avait dit qu'il faut qu'on arrête ce dialogue avec les tribunes, c'est-à-dire qu'effectivement les tribunes répondaient aux déclarations de la ministre des Sports. Enfin, c'est vrai qu'il y avait un jeu qui s'était installé, qui s'installe peut-être encore. Et sachant que les tribunes sont pour la plupart du temps des associations de supporters agréés, voire subventionnés par les pouvoirs publics. Et c'est là qu'on a des leviers intéressants. Jérémy Faladon, quand le président dit voilà, il faut qu'il y ait de la décence dans ce pays, on ne peut pas accepter ce type de comportement. Absolument, et puis il le dit, on ne peut pas aller faire de la prévention auprès des jeunes et leur expliquer qu'on ne peut pas avoir ce type de comportement et ce type de propos, et après estimer que dans les stades, en fait, ça va, on peut laisser faire et laisser dire. Donc vous dénoncez les propos du chef de l'État ou pas ? Je trouve qu'ils sont un peu légers sur le sujet, qui méritent de se poser quand même sérieusement la question de comment est-ce qu'on peut avancer sereinement sur cette question. Après, quand ils parlent de réconciliation, nous, on essaye d'établir ce dialogue avec les supporters. On évite au maximum la stigmatisation et la culpabilisation, puisque personne n'a dit que l'ensemble du football était homophobe ou que l'ensemble des supporters étaient homophobes. Ça, je pense qu'il faut être bien clair là-dessus. Il y a des propos et des comportements qui le sont et qui sont condamnables. Et aujourd'hui, il faut aller dialoguer avec ces supporters pour que tout le monde se mette côte à côte pour avancer. Mais il existe déjà ce dialogue, rassurez-moi, ça fait déjà des mois, j'imagine que vous menez des actions de prévention. Oui, alors nous on travaille déjà depuis plusieurs mois avec la Ligue de football professionnel pour faire ces actions de sensibilisation, essentiellement jusqu'à maintenant dans les centres de formation à destination des jeunes sportifs. Là on va étendre au maximum à d'autres publics, des supporters, des clubs, des instances du football de manière générale. Donc oui, on va essayer de mettre des choses en place rapidement. Émilie Zapelska. Il aimerait tellement
Emmanuel Macron, ça se sent surfer sur le côté jeu, fédérateur. Oui, c'est un c'est peu ça. quand les Bleus ont gagné. On sent cet engouement qu'il a à titre personnel. Je Ça n'a pense pas pour duré ce sport. longtemps, l'euphorie post-mondiale. Non, ça n'a pas duré longtemps. Vous en et là, rappelez. on a l'impression que ces événements, cette fausse polémique, comme il dit, pourraient lui gâcher son plaisir de ces matchs qui font tant plaisir à énormément de populations en France. Donc, moi, je le trouve aussi un petit peu... il se mouille pas trop là-dessus. Il veut pas rentrer dans la polémique en disant que c'est une fausse polémique. Il prend pas parti ni Pour sa contre ni ministre. pour sa ministre. Il laisse, il veut surfer là-dessus. Je pense que ça peut être embêtant s'il y a d'autres banderoles et s'il y a certains arbitres qui décident, d'autres non. Et je trouve que c'est très dangereux. Personnellement, je trouve que c'est très dangereux et très délicat de faire reposer sur les épaules des arbitres la décision d'arrêter ou pas, et s'ils ne savent pas s'ils sont véritablement soutenus par leur hiérarchie. La hiérarchie. Raphaël, quoi. Donc, je suis d'accord. On en arrive finalement à devoir se poser la question. Que feront-ils ce soir en tribune officielle s'il y a des banderoles ou des chants homophobes? Ça veut dire que c'est une décision, ça relève d'une décision personnelle quasiment d'une personne, d'un arbitre sur le terrain. On peut imaginer qu'au Stade de France, il n'y en aura pas ce type de banderole, Raphaël. La sécurité est en maximum dans cette enceinte où des attentats ont été perpétrés, la au question moins à l'extérieur. ça pose la question des chants, peut-être plus des banderoles. Ensuite, quand on a un match de l'équipe de France, c'est très brassé, c'est peut-être moins structuré que dans les clubs. Mais bon, allons voir. Damien Fleureau. Oui, non, c'est vrai qu'on a eu des personnalités politiques qui quittaient les enceintes sportives, notamment quand les hymnes étaient sifflés. Là, vous parlez de Jacques Chirac. Voilà. Et Marlène Schiappa l'a dit d'ailleurs. Qu'elle le ferait. Voilà, qu'elle le ferait. Alors, on ne souhaite pas qu'elle passe aux actes, bien entendu. Mais c'est vrai qu'ils sont aussi dans une position très, très particulière. Mais on va scruter, en tous les cas, leurs actes à partir Oui, c'est le moment déjà, c'est le moment des symboles. Je pense que ça compte aussi beaucoup. Arnaud Benedetti, d'accord avec ça. Oui, le problème, c'est que la logique des foules, c'est quelque chose de très compliqué à gérer. Ouais, et donc ça, historiquement, on sait que c'est... Avec pas les pulsions les plus nobles, encore une fois, de l'être humain. C'est qu'il y a une sorte de catharsis qui existe dans le sport. Oui, c'est ce que dit d'ailleurs le président de la République. Et c'est bien le problème. On sait que parfois un stade peut s'embraser. Voilà, c'est un Mais il ne faut supporter pas oublier de les football. valeurs de concorde de notre pays. Bon, écoutez, merci à tous les 5 d'avoir participé à ce punchline. Dans un instant, Pascal Praud, lors des Pro 2, va revenir sur ce phénomène de l'homophobie dans le football. On entendra évidemment à nouveau cette parole de Emmanuel Macron à ce sujet. Belle soirée à vous sur CNews.